Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Elias Brugidou pour discuter de son mémoire de M2 en sciences politiques et relations internationales, les voyants et les gardes, pratiquer et légitimer la narration visuelle d'anticipation comme expertise sécuritaire aux États-Unis et en Europe. Elias a réalisé son mémoire sous la direction du professeur Thierry Balzac à Sciences Po Paris. Bonjour Elias. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de ton mémoire de Master 2. Merci à toi de m'avoir invité. Et bien, question traditionnelle pour débuter tous les épisodes du podcast. J'aurais aimé savoir ce qui t'a amené à étudier les sciences politiques et surtout à choisir ce sujet en particulier pour ton mémoire de M2. Alors, donc, on va faire un peu de retour sur biographie. Retour en arrière. Ouais, c'est ça, c'est esquisse pour une auto-analyse, comme disait Bourdieu. Bon, bref. Du coup, moi je suis rentré donc à Sciences Po Paris en bachelor, donc en licence après le lycée. J'étais d'abord rentré en disant que je voulais faire des politiques culturelles parce que j'avais fait de la musique pendant longtemps et globalement il y avait clairement une optique stratégique un peu à dire c'est ce qui colle le mieux à mon dossier et donc du coup je vais partir là-dedans. Je pense qu'à ce moment-là je savais déjà à peu près que c'était pas forcément ça que j'allais faire à terme, je savais pas ce que j'allais faire complètement à terme, Ah, mais le menteur! ouais, non, mais je fais partie de ceux qui le disent. Je pense qu'il y en a plus enfin, qu'il y en a pas mal. Mais oui, non. Après, bon, c'était pas complètement un mensonge parce que c'était une vraie option sur la table, mais donc au final, c'est pas ce que j'ai fait. En gros, oui, donc j'ai suivi le bachelor, première année, deuxième année. Donc j'ai fait la majeure humanité politique sur le campus de Paris, donc qui en gros est focalisé sur l'étude de la théorie politique, de l'histoire et des humanités. Et en troisième année, j'ai fait un an à Oxford, à l'université d'Oxford, voilà, en échange. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc jusque-là, donc deuxième année et troisième année, j'étais vachement axé théorie politique. Et en fait, la bascule vers les relations internationales, ça s'est fait à Oxford justement, où en fait j'ai eu une période où je lisais pas mal bon pour être très très large, de théorie politique de gauche, on va dire, c'est super vaste. Donc en gros je lisais Deleuze et Guattari, donc pas Mille Plateau, pas mal, mais je lisais aussi un peu Lénine, un peu Mao, donc côté vraiment plus marxiste. Et en fait, ce que je retrouvais dans ces œuvres-là, c'est qu'il y avait une espèce de pont intellectuel entre la littérature stratégique, enfin vraiment au sens de la réflexion sur la guerre, et tout un pan de cette pensée politique de gauche au sens très large, donc des gens qui sont pas du tout forcément dans les mêmes allées, mais qui sont affiliés à on va dire une forme de gauche intellectuelle, on va dire. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'était aussi, moi, c'est une littérature que je connaissais pas du tout. Alors, moi, je viens d'un milieu, une famille qui a vraiment aucune affinité avec le fait militaire à la base, enfin, et les questions de sécurité à la base. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai envie d'explorer un peu plus ces enjeux-là. Aussi parce que, justement, comme ça, c'est plus à titre plus personnel et moins académique, mais je me considérais comme, du coup, moi-même plutôt de gauche, et je trouvais que c'était la question de la défense et des enjeux de sécurité en général. C'est une question qui est vraiment essentielle en termes de comment s'organise la cité et en termes de réflexion sur le politique, et qui en fait, quand on est de gauche, on a un peu du mal à première, enfin on va dire, le logiciel politique n'est pas forcément le plus calibré pour traiter de ces questions-là au premier abord. Et donc du coup, je me disais,
j'ai envie d'être conséquent entre guillemets. Bon, c'est peut-être très arrogant comme démarche, mais en tout cas, j'ai envie de prendre ces questions à bras le corps et d'essayer de réfléchir dessus et d'apporter une forme d'éclairage critique sur les enjeux de sécurité. Et donc c'est là que j'ai découvert, donc à Oxford, les études critiques de sécurité, qui sont un pan des relations internationales, qui réfléchissent précisément à ces choses-là, c'est-à-dire une réflexion critique sur comment se constituent les enjeux de sécurité, de défense, qu'est-ce que ça produit de, de qualifier un enjeu politique d'enjeu de sécurité, etc. Et donc, donc pour mon choix de master, je me suis orienté vers les RI, enfin le master de recherche en sciences politiques, pardon, en spécialité relations internationales, voilà. Et je savais déjà à peu près que je voulais m'orienter dans ce domaine-là. Et du coup, pour le choix du sujet, c'est là qu'on va arriver. Alors, on aurait pu l'évoquer avant, mais c'est la grosse variable lourde sur mon parcours, c'est que je viens d'une famille où il y a pas mal de chercheurs déjà en fait, et mon père en fait est docteur en sciences politiques et lui-même, enfin, il travaille pas du tout sur ces questions-là. Il travaille sur en gros les politiques publiques de l'énergie, enfin, bref. Mais donc ça, clairement, je pense que c'est important. En fait, quand je rencontre des gens, notamment dans la recherche, qui me demandent enfin, d'où je viens académiquement, etc., je commence aussi par ça parce que je pense que c'est important de pas faire mystère de ses origines sociales. Et donc du coup, c'était vraiment, enfin, je pense que ça a été structurant, même si du coup j'ai aussi voulu chercher à pas faire la même chose. Et donc, au-delà de mon père, j'ai un cousin qui a fait un doctorat en esthétique, lui, alors sur des questions de cinéma. Alors, pas du tout. Enfin, assez éloigné en vérité de ce sur quoi moi je travaille, mais qui avait été au moment de la Red Team, du lancement de la Red Team, qui est un des programmes que j'étudie dans mon mémoire, qui avait été approché plus ou moins, enfin qui avait eu vent de ce truc-là, et donc on avait parlé, et moi ça m'avait vachement intéressé parce que je suis amateur de SF et de genre de littérature, enfin, de genre de l'imaginaire depuis longtemps. Et en parallèle, j'avais eu vent aussi au moment du lancement de la Red Team, qui est, me semble, 2019 du coup, il y avait eu une espèce de polémique dans le monde de la science-fiction française sur cette initiative, notamment au Festival des Utopiales, qui était donc, polémique qui était mise en avant notamment par les éditions La Volte et la figure d'Alain Damasio, qui est un auteur qui est un peu important dans le monde de la SF française. Et donc, enfin, je trouvais ça intéressant, du moins comme objet. Je me suis dit, c'est marrant, les armées demandent à des auteurs de SF de travailler pour eux. Et donc j'avais ces premières réflexions-là très larges. Et en fait, du coup, à mon arrivée en master, je me suis dit, j'ai envie de creuser un peu ce truc-là, et parce que ça résonnait aussi avec mes intérêts de recherche sur les enjeux de sécurité, et en même temps, réflexion sur les imaginaires, qui est un truc qui est assez en vogue dans le monde académique en ce moment, mais qui, enfin, pour le coup, m'a résonné vraiment pas mal avec mes intérêts personnels, on va dire. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'avais en gros cet objet, la rétime, que je connaissais. Et ensuite, j'ai voulu creuser, voir s'il y avait d'autres choses qui existaient dans le style. Il y avait effectivement d'autres choses. Et donc, ensuite, à partir de ces cas, euh, s'est constituée toute la réflexion. Enfin, voilà, essayer de comprendre pourquoi ces initiatives existent, qu'est-ce qu'elles disent, à qui elles sont destinées. Enfin, tout un ensemble de questions. Essayer de mieux de comprendre le sens de ce truc. Et c'est donc itérativement à partir de ce matériau-là que je suis arrivé à mes réflexions plus théoriques, enfin, à faire des ponts avec la littérature, etc., et à la question de recherche. Voilà, c'est peut-être un peu Ok. fouillis, mais en gros, c'est ça le parcours. Non, non, mais en fait, en gros, c'est toi qui es arrivé avec ton sujet de recherche déjà fait, quoi. C'était pas quelque chose qui était sur la table chez ton professeur qui t'a dit, ah, vous pourriez travailler là-dessus. C'est vraiment toi qui as été à l'initiative de la création de ton sujet de mémoire, quoi. Pour le coup, oui, oui. Enfin, en tout cas, je suis arrivé, en fait, dès la première année de master, je me suis dit, tiens, enfin, au début, c'est un peu le, tout le monde s'interroge ah, toi tu travailles sur quoi, toi tu veux travailler sur quoi, et donc il faut avoir quelque chose à dégainer un peu. Et moi j'avais ce truc-là. Au début, je me dis, bon, en fait, je présente ce truc-là, peut-être que je changerai, en tout cas ça me semble intéressant, mais je me laisse l'opportunité de changer. Et en fait, en explorant, je me dis, bah non, c'est vraiment intéressant, et je vais rester là-dessus. Et il se trouve que mon directeur de mémoire, du coup, professeur Thierry Balzac, a trouvé ça intéressant. Euh,
Et donc voilà, j'ai poursuivi dans cette voie. Finalement, tu t'es pas trop éloigné, enfin, tu t'es un peu éloigné des politiques culturelles, mais pour en garder un petit peu quand même dans ton mémoire, et Oui, on c'est vrai, verra ouais. par la suite. Voilà, la culture n'est jamais très loin. Et donc, du coup, pour les auditeurs, concrètement, sur quoi tu travailles dans ton mémoire? Tu as parlé de la Red Team, de tout ça. On commence à entrevoir les auteurs de science-fiction. Quel est le sujet de ton mémoire? Quelles sont les grandes questions que tu t'es posées? Alors, euh, Alors, vaste sujet. Non. c'est parti. En gros, le, donc, le puzzle, parce on amène souvent, enfin, en tout cas nous, on nous incitait beaucoup, le professeur Ruffa notamment nous incitait beaucoup à réfléchir en termes de puzzle de recherche. Donc moi enfin, j'avais cet objet, je me suis dit c'est quoi mon puzzle? Donc je suis arrivé à le formuler de la manière suivante au final, c'est-à-dire que pour moi, les armées, depuis longtemps, ont financé des formes de production culturelle. C'est des choses qui sont assez bien établies. Donc financées, diffusées, produites, souvent à des fins de propagande. Donc on peut remonter très loin, mais sans aller jusqu'à l'Antiquité, on peut même à partir de la Première Guerre mondiale, il y a vraiment de façon attestée ces formes de mécanismes qui existent. Mais ces productions culturelles-là, elles n'ont pas valeur d'expertise jusqu'à très récemment. Donc, c'est-à-dire que ces œuvres qui sont produites par l'armée ne sont pas prises, ou du moins assez peu, en compte par les armées dans leur réflexion stratégique sur comment on va mener la guerre, le futur de la guerre, comment est-ce qu'on se prépare aux menaces qui viennent. Et donc moi, ce que j'étudie, ce sont des récits visuels, voilà, donc des images, des textes, donc tout un ensemble de publications qui vont de la bande dessinée aux récits transmédia. Donc, enfin, la Red Team, les récits se déclinent en différents artefacts il y a des vidéos, un site internet, des livres, etc. Dont la production sert explicitement, enfin du moins de façon affichée, un but d'expertise, c'est-à-dire comment est-ce que à travers la production de ces images, de ces récits, on va concrètement essayer de réfléchir sur le futur de la guerre et comment est-ce que donc, les armées vont voilà, prendre en compte l'esthétique et l'imagination comme une forme d'expertise. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui explique cette prise au sérieux de l'esthétique et de l'imagination par les acteurs de la défense enfin, voilà, comme une forme d'expertise permettant à la fois de réfléchir, de définir et de sensibiliser aux menaces qui viennent, et, euh, et quels sont les effets aussi enfin les effets recherchés en tout cas, de, euh, de la production et de la diffusion de ces matériaux. Ou du coup, comme je le dis dans mon mémoire, la question de recherche sur laquelle je suis arrivé, c'est comment la mise en image et en récit du futur est-elle aux États-Unis et en Europe, parce que c'est les cas sur lesquels je me concentre, constituée en une forme d'expertise sécuritaire légitime. Et donc le terme de légitime, qui a été ajouté par mon, mon professeur, enfin sur les conseils de mon professeur Thierry Balzac, mon directeur, pardon, pour voilà, renvoyer à cette idée qu'il y a vraiment une prise au sérieux par les acteurs de l'esthétique et l'imagination comme voilà, comme un savoir sécuritaire en tant que tel. En fait, c'est. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est en fait l'imagination de personnes mobilisées au service de l'imagination de ce que pourrait être un conflit futur, quel qu'il soit. Comment, en fait, les armées lisent ce récit imaginaire pour prévoir, en fait, dans leur armada de défense, une contre-attaque qui serait efficace. Ça serait ça, en fait, l'idée? Bah, il y a cette idée d'effectivement d'anticipation, c'est-à-dire d'essayer de se préparer contre la surprise stratégique. C'est un mot qui revient souvent quand on vient parler aux acteurs. Un mot qui est enfin, généralement employé mais pas défini, ce qui fait que, enfin, moi, de ce que j'en comprends, enfin, la façon dont les acteurs l'utilisent, il a un sens très large, contrairement au sens académique qu'on peut donner à ce terme-là. Mais donc, voilà, il y a une volonté de se préparer, d'éviter la surprise stratégique, voilà, de prévoir des contre-mesures. Mais dans ces contre-mesures, il y a aussi, c'est pas forcément donc uniquement financer des programmes ou des moyens techniques ou comment dire, des stratégies
pour faire face aux menaces qui sont dépeintes dans ces récits, mais c'est aussi par ces récits, donc ça c'est aussi s'adresser au monde civil et les mettre en garde contre ces menaces-là, et faire en sorte que le monde civil s'intéresse à ces enjeux-là et adopte une forme d'attitude de vigilance face aux menaces qui sont dépeintes dans ces récits. Enfin, j'analyse ça sous le prisme de la théorie de la sécurisation, qui est un truc un peu, enfin, assez admis en études de sécurité, enfin qui remonte à très longtemps. Mais bref, pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais donc D'accord. voilà. Ok. Donc, dans l'introduction de ton mémoire, tu dis que depuis longtemps, l'art a été utilisé à des fins politiques et tu en as parlé un peu dans l'introduction de ton sujet. Donc, l'imagination à des fins d'anticipation, comme ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de cette pratique? Parce qu'en te lisant, j'ai découvert Hulk, les X-Men, enfin voilà, des sujets qui étaient reliés à ces BD. Si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, moi, dans mon mémoire, je remonte pas, enfin, je fais pas un historique exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont consacrés à ça, enfin, l'usage politique ou l'usage à des fins d'anticipation de l'art depuis l'Antiquité, les oracles d'Elphes, etc. Moi, c'est pas forcément mon sujet, mais en tout cas, ce sur quoi je me focalise, c'est un moment où, au moment de la guerre froide, euh, il y a toute une réflexion sur la possibilité de la guerre nucléaire, etc. Et il y a tout un ensemble d'experts, notamment aux États-Unis, au sein de la Rand Corporation, des gens comme Herman Kahn, qui sont bien connus des gens qui étudient le nucléaire, qui se mettent à réfléchir à des façons d'utiliser la narration, enfin des formes de narration, mais très très cadrées, ce qui s'appelle le scénario planning, pour réfléchir à l'éventualité d'une guerre nucléaire et comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser, etc. Donc dans une forme vraiment d'expertise, enfin c'est très stratégique et c'est très encadré comme usage de la fiction à des fins d'anticipation. Euh, et face à cet usage sécuritaire, enfin stratégique de la fiction, il y a tout un ensemble de gens donc des futuristes, des militants, des auteurs qui sont plutôt antimilitaristes, plutôt antinucléaires aux États-Unis et en Europe, qui vont se dire en fait, on nous vend la guerre nucléaire, enfin un futur nucléaire, et il faut qu'on se réinvestisse les imaginaires, la fiction, et vraiment, cette fois de façon complètement débridée, pour imaginer d'autres futurs et la possibilité d'un monde sans nucléaire, sans guerre, etc. Et donc tout ça va se structurer. Alors, c'est très bien raconté dans des ouvrages comme celui de Jenny Anderson, qui revient sur toute l'histoire de la futurologie et des futuristes, donc qui montre très bien comment il y a cette forme d'opposition entre enfin, les conceptions de Kahn et de la Rand versus les futuristes progressistes, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais c'est celui que je vais employer là. Et, et donc de là, il y a une réflexion, notamment spécifiquement sur la science-fiction, qui est vue comme un genre qui aurait les capacités voilà, d'ouvrir complètement les réflexions, d'essayer vraiment d'imaginer des mondes autres. Et il y a tout un ensemble d'auteurs, de parties d'autrices, des gens comme Ursula Le Guin, qui vont un peu incarner dans les années 60 cet esprit, moi ce que j'appelle la contre-culture des imaginaires, donc des gens qui vont utiliser les genres de l'imaginaire bah, pour des formes de contestation sociale et politique et des réflexions politiques alternatives. Et donc effectivement, on a tout ce courant de la SF. On a en bande dessinée donc les comics américains. Bon, ça, ce que j'essaie un peu de montrer dans le mémoire, c'est qu'il y a effectivement dans ces comics-là, voilà, Hulk, les X-Men, il y a des réflexions aussi qui sont sociales et politiques. Les X-Men, c'est assez convenu, voire bon, ça a été rediscuté depuis, mais il y a quand même ce truc, enfin, c'est cette idée que euh, via la figure des X-Men, il y a une réflexion sur les discriminations raciales, sexuelles, etc. Que la figure de Hulk, ça a été analysé comme aussi une forme de réflexion sur l'arme nucléaire et comment est-ce que finalement c'est très difficile de contrôler l'arme nucléaire comme c'est très difficile de contrôler Hulk, etc. Enfin, bref.
Donc il y a tout un pan de réflexion sur les comics, la bande dessinée européenne aussi, notamment la bande dessinée science-fiction est très très marquée euh, à, à gauche et par enfin, voilà, cette forme de réflexion libertaire, euh, voilà, enfin, antimilitariste. Donc des gens comme Enki Bilal, comme François Skeuten, enfin, qui à la base, donc, comme je l'ai eu en entretien, me racontait lui-même que donc, dans cette génération-là, ils étaient plutôt antimilitaristes et que donc, justement c'est intéressant de voir que lui, au final, là, maintenant travaille avec les armées et c'est très intéressant d'entendre sa réflexion aussi sur le sujet. Mais donc du coup, voilà, il y a toute cette réflexion contre-culturelle sur l'usage de l'imagination à des fins d'anticipation qui enfin, moi c'est ce que j'essaye de mettre en avant, subir une forme de désarmement. Enfin, désarmement, c'est un terme qu'emploient Luc Boltanski et F. Capello pour parler de comment le capitalisme va désarmer la critique et se l'approprier pour se renforcer. Et donc c'est un processus un peu similaire que j'essaye de mettre en avant. Enfin, eux, en fait, ils parlent beaucoup des critiques enfin, de mai 68, du moment mai 68 et comment après mai 68 voilà, toutes ces réflexions-là sont endogénéisées par le capitalisme, et bien il y a un phénomène un peu similaire qui se passe pour cette contre-culture des imaginaires, où en fait après, notamment, la science-fiction c'est un exemple assez parlant, c'est-à-dire que après la science-fiction des années 60, 70, qui est très dans cette veine-là, enfin science-fiction politique au sens de réflexion libertaire, alternative, etc. On arrive dans les années 80 au pionnier du cyberpunk, qui est un genre de science-fiction, voilà, donc Bruce Sterling, William Gibson, qui sont des gens qui, alors je ne sais pas du tout pour faire le procès du cyberpunk, mais en tout cas de ce cyberpunk-là, qui, euh, qui vont présenter leurs écrits comme une forme de critique sociale radicale, enfin, parce qu'ils écrivent enfin, des dystopies où en gros le capitalisme néolibéral a été poussé aux extrêmes et a gagné, entre guillemets. Mais en fait, quand on les écoute et quand on les lit un peu plus en détail, on se rend compte qu'ils sont peut-être moins critiques que fascinés par les mondes qu'ils décrivent. Et à terme, moi, enfin, un parcours intéressant, c'est celui de Bruce Sterling, qui est donc du coup un des pionniers de ce mouvement-là, qui, d'auteur de science-fiction, va se mettre de plus en plus à collaborer avec des grandes entreprises et qui, en tant que consultant, et qui va être le premier à utiliser le terme de design fiction, qui est donc le design fiction, qui est une pratique qui va émerger à partir du début des années 2000 et qui, pour faire très gros, enfin, va s'appuyer sur tout cet usage qui a été ouvert de l'imagination à des fins de réflexion alternative, qui a été ouvert par la contre-culture des imaginaires, qui va dire c'est super intéressant, on veut garder ça, mais par contre on va le mettre au service de l'innovation et du management et des entreprises, et on va vendre des prestations de conseils en design fiction, où on va mettre au service, enfin on va mettre au service de ces entreprises des auteurs, des dessinateurs, des animateurs 3D, etc. pour, euh, pour leur fournir des fictions, des récits visuels sur commande qui leur permettent de bénéficier de ce potentiel de disruption entre guillemets des imaginaires. Et donc ça c'est un peu toute la première généalogie que j'analyse dans mon mémoire. Donc comment est-ce qu'on arrive à ces projets-là, donc de Red Team, etc., que moi j'analyse plus spécifiquement. Donc on n'est plus du tout dans la contestation là. Là c'est vraiment Et l'innovation, comment ça s'appelle, le dynamisme économique. On n'est plus dans le, on dénonce disons que les ouais, discriminations quoi. Là on est l'argent. alors, l'argent, c'est peut-être un peu caricatural, mais disons qu'en tout cas, oui, la charge politique radicale, enfin de contestation, a Oui, complètement disparu un disparu, peu. ou du moins c'est minimisé. Après, il y a beaucoup d'acteurs du design fiction qui mettent en avant aussi des manières d'utiliser ces techniques-là pour des buts plus nobles, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire de mettre le design fiction au service des réflexions écologiques, etc. Et c'est des gens qui sont assez convaincus de ce qu'ils avancent, et moi je pense que enfin, que qu'ils ont, c'est des gens de bonne volonté, hein. Mais d'un niveau macro, effectivement, on remarque ce mouvement où d'une pratique militante contestataire dans les années 60-70. Alors,
c'est comme tout, on peut dire, c'était pas uniquement ça, il y a plein d'usages, euh, comment dire, réactionnaires de la science-fiction, on pourra en parler aussi, mais disons, ce qui était le courant dominant, et bien maintenant on a une forme plutôt de réappropriation par le marché et les grandes entreprises. Et du coup, dans ton mémoire, tu parles donc du développement du raisonnement conjectural dans les armées. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que ça a toujours existé dans la défense? Et comment ça s'est développé? Comment c'est arrivé? Comment on se retrouve justement avec une Red Team ou avec les... Parce que tu vas nous parler de ce que tu as analysé pour les armées états-uniennes. Comment ça se développe ça dans les armées et pourquoi? Alors, donc ça c'est la seconde généalogie qui m'amène aux pratiques que j'étudie dans mémoire, à savoir donc effectivement la Red Team Défense en France, le programme Future Conflict Graphic Novels aux États-Unis, mais tout un ensemble d'initiatives de la part des armées qui ont recours aux, aux imaginaires pour anticiper les menaces émergentes. Donc cette généalogie, elle est propre aux armées, effectivement. Euh, pour moi, elle part enfin, je pars dans ce travail un moment assez particulier qui s'appelle, enfin, on appelle en général la révolution dans les affaires militaires, qui est un moment dans les années, enfin, années 90 jusqu'à la fin des années 90 aux États-Unis, euh, qui est, qui en gros se structure au lendemain de la guerre du Golfe, où il y a tout un ensemble de gens au sein des états-majors et enfin, des cénacles stratégiques américains, ou occidentaux en général, mais particulièrement américains, qui vont se dire la guerre du Golfe, donc la première, on l'a gagnée grâce à une supériorité technologique écrasante, et que donc du coup maintenant, ce sur quoi il faut miser, c'est la technique, c'est la technologie, et il y a une forme voilà, de technocentrisme dans la réflexion stratégique qui s'impose peu à peu donc ça va de la conduite de la guerre, mais aussi à l'anticipation des menaces. On dit en gros, avec ces puissances de calcul incroyables dont on dispose maintenant, on va pouvoir anticiper à peu près toutes les crises. Enfin voilà, le monde va être sûr et on va pouvoir presque deviner ce qui va se passer parce qu'un ordinateur nous l'aura dit. Bon, je caricature évidemment, mais il y a un peu cette idée quand même que de victoire par la technique qui domine jusqu'au choc du 11 septembre 2001, qui est évidemment, bah là c'est l'exemple type de la surprise stratégique qui est mis en avant par à peu près tous les acteurs, dire en gros, bah là, personne n'a anticipé, en gros, n'aurait pu, enfin ne s'en doutait, etc. Et donc, cette réflexion de la révolution dans les affaires militaires, cette réflexion technocentriste va complètement être battue en brèche à partir du 11 septembre. Et les critiques de l'institution militaire comme en fait, les experts au sein de l'institution militaire vont se dire il faut qu'on revienne à quelque chose de plus artisanal, entre guillemets, il faut qu'on investisse d'autres modes de réflexion sur le futur, euh, et en particulier donc des modes euh, qui ont recours à l'esthétique, à l'imagination, pour essayer d'anticiper ces menaces qui se multiplient et que la technique ne peut pas prédire. Et donc, les experts de la lutte antiterroriste, dans le courant des années 2000, aux États-Unis, mais aussi plus largement dans le monde occidental, vont employer ce que. Alors, c'est deux politistes, et Claudia Arado et Rens van Munster, qui appellent ce qu'ils appellent un style de raisonnement conjectural. C'est-à-dire, alors ça part le raisonnement conjectural, c'est une idée qui vient de Carlo Ginzburg à la base, mais c'est pas exactement ça. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais le style de raisonnement conjectural tel que utilisé à des fins sécuritaires, en très gros, c'est partir de l'idée qu'il y a une espèce de monde caché euh, qui, qu'on- qui existe, dans lequel on peut essayer de trouver des informations, des indices, dont on peut trouver des indices pour anticiper, et que la manière d'accéder à ces indices, enfin voilà, ce monde caché, passe par des formes de raisonnement non probabilistes, enfin un raisonnement fondé sur l'esthétique, sur l'imagination, c'est-à-dire que pour se préparer à anticiper la prochaine attaque terroriste, on va, euh, on va écrire des fictions, on va essayer d'écrire un roman, de mettre en scène
des simulations, mais pas au sens de informatique, donc des simulations au sens vraiment quasi théâtral. Enfin, on va mettre en scène l'attaque terroriste, on va essayer de la jouer, on va produire des images qui vont. L'idée, c'est que ça va nous permettre de deviner par une espèce de capacité d'imagination ce qui va se jouer plus tard. Donc vraiment ça, c'est cette idée de conjecture, d'essayer voilà, on tâtonne un peu pour essayer de voir ce qui pourrait arriver et accéder à ouais, ce monde caché ou la connaissance sur enfin, enfin, dont on pourrait tirer une forme de connaissance. Et donc ça c'est vraiment utilisé beaucoup dans la lutte antiterroriste dans le courant des années 2000, donc notamment par des unités de police spécialisées dans le renseignement, etc. Et à partir des années 2010, les armées vont s'approprier de plus en plus ces techniques-là. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je parle à un moment de reterritorialisation sécuritaire. C'est-à-dire, en gros, les armées, dans le processus de définition des menaces, l'armée a été un acteur qui a été un peu mis de côté, ou du moins qui n'était pas l'acteur central au début des années 2000, qui a été mis en retrait au profit d'acteurs comme les agences de renseignement, comme voilà, donc les unités de police, etc. Et en fait, à partir de 2010, il y a une espèce de réémergence de menaces étatiques. Enfin, en tout cas, il y a un retour sur le devant de la scène de l'armée comme acteur central dans le processus de définition des menaces. Et donc, tout en gardant des priorités et des modes de fonctionnement propres au monde militaire, eh bien les armées vont s'approprier ce style de raisonnement conjectural qui lui vient plutôt de l'expertise sur la lutte antiterroriste et enfin, le mettre au service de leur réflexion à eux qui porte pas sur anticiper la prochaine attaque terroriste mais anticiper la surprise stratégique au sens large. Donc, et donc c'est comme ça qu'on arrive au programme que moi j'étudie qui donc sont des programmes dans lesquels les armées vont faire appel à tout un ensemble d'auteurs, de créatifs, de designers et de consultants, du coup spécialisés dans ces méthodes de design fiction dont je parlais plus tôt, pour vraiment faire face à la surprise stratégique. Moi, j'ai une question. Alors, c'était pas forcément prévu, mais est-ce que en faisant tes interviews, tu t'es demandé, enfin, tu as demandé à tes invités, à tes interviewés, comment, quand on leur a proposé cette idée, comment ça a été reçu, cette idée, en fait? Est-ce que ça avait déjà fait ses preuves post 11 septembre dans certaines. Voilà, je ne sais pas si ça avait fait ses preuves et qu'on avait réussi à déjouer certaines choses, etc. Mais c'est vrai que de prime abord, quand on te dit ça, et j'avoue, moi j'ai travaillé avec l'Agence de l'innovation de défense. D'ailleurs, il y a un épisode que je mettrai en lien de cet épisode-là où j'avais interviewé Emmanuel Kiva, qui maintenant est le DGA. Et à l'époque, quand je l'ai interviewé, Emmanuel, il était le patron de l'Agence d'innovation de défense. Et on parlait de sa vie, mais je crois qu'on a aussi parlé de la Red Team et de tout ça. Et j'avoue que moi, venant du monde de la défense, de l'industrie de la défense, j'avais trouvé ça extrêmement étonnant. Mais comment eux, les armées, enfin les militaires, quand on leur a proposé ça, comment ça a été reçu? Est-ce que les gens étaient étonnés ou tout de suite ils se sont dit ouais, il y a un intérêt, on y va Parce que moi j'ai senti en France avec l'annonce de la Red Team qu'il y avait un petit peu... ça rigolait un peu, tu vois, dans le monde notamment des grandes entreprises et que c'était plus mon milieu, c'était un peu vu de façon... un peu avec mépris, on va pas se mentir, de ce que j'en ai perçu. Hmm. Alors, moi, je prétends pas connaître de l'intérieur ce qui s'est passé, etc. Notamment parce qu'on pourra peut-être en parler, mais la Red Team, c'est en partie classifié, donc là, j'ai aucune vision et j'ai pas vocation à en avoir sur ces thèmes-là. Mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que il y a un aspect com, clairement, où les gens, disons, non, c'est plutôt, les gens perçoivent la Red Team en partie comme ayant un aspect com, mais il y a quand même une forme d'intérêt et de prise au sérieux progressive de ces méthodes et de ces enjeux-là. Aussi parce qu'en fait, il y a un vrai historique, notamment pour le coup aux États-Unis et enfin, dans le monde anglo-saxon de ce type d'initiative. Donc c'est pas sans précédent, au contraire en fait. Là aussi c'est
un écueil dans lequel il faut éviter de tomber, et j'ai essayé de pas tomber dans le travail, c'est-à-dire de espèce d'illusion de radicale nouveauté, dire waouh, ça n'a jamais été fait avant, c'est complètement nouveau, ou genre ça émerge en 2010 et avant il n'y a rien. Alors, non, non, vraiment pas du tout. Et j'essaye justement de retracer un peu des généalogies, mais c'est vrai que forcément il y a quand même cet aspect de. Enfin, ça reste quand même original et un peu étrange, mais en fait, alors en France déjà, effectivement, l'engagement personnel, je pense, d'Emmanuel Kiva et de l'AID, enfin, qui était vraiment très très investi personnellement dans le projet, a aidé à ce que le projet soit pris au sérieux et a pris les dimensions qu'il a prises, je pense. Et, aux États-Unis, donc des projets que j'ai étudiés, donc l'autre projet qui est les futurs conflict graphic novels, qui sont des romans graphiques, etc. Là, pour le coup, il y a vraiment une tradition qui est vraiment plus installée. Et, bah, ça, c'était intéressant, même en discutant avec les auteurs, enfin, pardon, pas les auteurs, les illustrateurs de certains des romans graphiques qui ont été produits par ce programme pour les armées. Eux-mêmes étaient intéressés, enfin, d'avoir été approchés par les armées et trouver l'initiative originale. Enfin, ils n'étaient pas complètement, comment dire, c'était pas comme un lundi pour eux, mais il y avait, c'était pas complètement inhabituel pour des gens de l'environnement Marvel, DC Comics, etc., d'avoir des relations avec le Pentagone, parce que enfin, il y a des comics qui sont envoyés aux soldats sur le front. Enfin, il y a quand même des relations fortes. Il y a- Beaucoup des interviewés que j'ai eu aussi avaient une expérience pas forcément personnelle, mais du moins connaissaient quelqu'un qui avait, enfin, qui avait été soldat donc il y a quand même des liens forts, ce qui a conduit même certains auteurs à parler de complexes militaro-culturels aux États-Unis. Donc c'est-à-dire des liens vraiment très forts entre le Pentagone, Hollywood, l'industrie du comics, etc. Alors c'est des analyses dont moi, enfin, je pense qu'elles ont beaucoup de points justes, mais je tends aussi à m'en distinguer sur certains points. Mais disons que voilà, il y a une forme de. Ils n'étaient pas complètement surpris, quoi. Et pareil en France, il y a quand même plus de frilosité, notamment de la part des auteurs, C'est ça. En parce France, que c'était moins commun, on va dire. En France, on a moins cette tradition, donc c'est moins commun, donc c'était plus surprenant quand ça a été annoncé. Il y avait plus oui, de ah ok. bah, c'était plus surprenant et il y avait bah, notamment dans le milieu de la SF française, qui lui, pour le coup, enfin de ce que j'en constate, après là, c'est pas une analyse, enfin c'est pas quelque chose dont je traite en détail dans le mémoire, mais est quand même resté pas mal marqué par cet héritage contre-culturel des années 60, enfin qui est quand même resté quand même pas mal ancré à gauche. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu au moment des utopies, enfin du lancement du programme, il y a eu quand même une grosse discussion au sein de la SF française sur est-ce que c'est vraiment légitime de travailler pour l'armée. Et c'est aussi pour ça que certains auteurs et contributeurs au programme Red Team Défense ont fait le choix de contribuer sous pseudonyme. C'était pas tant par peur des armées que de peur de répercussions dans le monde professionnel. Voilà, si on apprend qu'un tel a collaboré avec les armées, le milieu de la SF française est un petit milieu, donc potentiellement ça pourrait occasionner des répercussions, etc. Voilà, Rejaillir négativement sur notre sur la personne qu'on a, de ce sur que, notre nom, quoi. Ok. de ce que j'en ai compris. Ouais. Ok. Et donc, du coup, tu l'as dit, donc tu as travaillé donc sur. Tu as interviewé, tu as analysé des romans et récits visuels. Donc, tu l'as dit, le projet Future Conflict Graphic Novel, produit et diffusé donc de 2018 et 2023 pour l'Army Cyber Institute, donc c'est un think tank rattaché à l'armée de terre états-unienne, et a travaillé sur 8 scénarios visuels du projet français, donc Red Team Défense, donc qui a été actif de 2019 à 2023, porté par Emmanuel Kiva et l'agence pour l'innovation de défense du ministère des Armées. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est déjà ces deux projets, qui sont les auteurs, les illustrateurs, comment c'est diffusé, de quoi ça parle, et puis surtout j'ai lu dans ton mémoire qu'il y avait des scénarios qui étaient classifiés. Est-ce que tu as pu en savoir un peu plus ou pas? Alors, bon, déjà pour les scénarios classifiés, dès le Non. début, non, bah, non, et surtout, je m'y suis pas intéressé parce que
Bah parce que déjà j'ai pas forcément vocation à avoir connaissance de ces matériaux-là, et aussi surtout parce que je pourrais rien en faire académiquement, donc donc c'était pas intéressant, et surtout au contraire ça aurait pu me bloquer le terrain. Et donc c'est pour ça que dès mes prises de contact, je mettais en avant le fait que je comptais pas poser de questions sur cette partie-là, enfin du programme Red Team spécifiquement, parce que c'est le seul en fait qui contient un versant classifié. C'est pas le cas des futurs conflits graphic novels, ou du moins à ma connaissance, qui est un programme entièrement public, à tel point d'ailleurs que j'ai pu avoir des documents préparatoires de la part des illustrateurs. Enfin, j'ai pu avoir accès à quand même pas mal de sources primaires. Et donc, ouais, dans le projet Red Team, il y a un versant classifié qui existe, sur lequel les participants et les organisateurs disent que ça existe. Mais moi, ce qui m'intéressait au contraire, c'était le versant public. Aussi, pour une raison simple, qui est que ces matériaux-là, qui ont vocation à, enfin, du moins sont mis en avant comme ayant vocation à éclairer la décision stratégique, ce sont aussi des matériaux qui sont assez largement diffusés, et où il y a une forme de communication intense de la part des acteurs sur la production de ces œuvres, qui veut bien dire qu'il y a un intérêt à les publier, ou du moins une volonté de toucher un public et d'avoir un effet particulier avec ces scénarios publics. Et donc voilà, enfin, je m'intéressais spécifiquement à ce pan des programmes. Et du coup, oui, donc pour revenir sur les programmes en eux-mêmes, le premier c'est donc le programme Future Conflict Graphic Novels, qui est lancé par le Army Cyber Institute, qui est, comme tu l'as dit, un think tank de l'armée de terre américaine, qui est chargé de la réflexion sur les surprises stratégiques, et sur un horizon de 3 à 10 ans, en gros. Et donc, c'est un programme dans lequel l'Army Cyber Institute a chargé un auteur principal, qui s'appelle Brian David Johnson, qui est un futuriste, qui a enfin, un parcours assez intéressant. Il a bossé chez Intel, il a aussi un versant académique, et maintenant, en fait, il fait du conseil enfin, en design fiction. Enfin, lui n'appelle pas ça du design fiction, mais donc on peut rattacher ça à l'ombrelle large des pratiques de design fiction. Et donc, lui est auteur de l'ensemble des scénarios du projet. Projet qui se décline donc en 12 romans graphiques, donc c'est des bandes dessinées en gros, enfin format comics en fait, qui sont disponibles publiquement sur le site du Army Cyber Institute, et qui sont illustrés par enfin, différents illustrateurs qui, de ce que j'ai compris, ont travaillé plus ou moins en freelance en fait. Euh, et des illustrateurs qui sont vraiment enfin, affiliés professionnellement au monde du comics, qui ont travaillé pour Marvel, pour DC, qui ont illustré tout un tas de grandes séries de ces firmes-là. Donc voilà, ça c'est le projet américain. Et le projet français, donc la Red Team Défense, ça se veut plus ambitieux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté vraiment transmédia, c'est-à-dire de décliner les scénarios, les récits qui sont élaborés par les auteurs, parce qu'il y en a plusieurs cette fois, donc c'est des gens qui viennent pas mal donc, du milieu de la science-fiction française, mais pas que, donc, enfin des collectifs d'auteurs, et qui sont ensuite déclinés sous différents supports. Il y a un site internet où il y a une page spécifique pour chaque scénario. Il y a des ouvrages, donc des ouvrages papier avec des illustrations. Et il y a des vidéos qui sont accessibles via le site internet, mais aussi sur la chaîne YouTube de Genre d'Innovation de Défense, qui illustrent certains pans du scénario. Enfin, c'est vraiment des vidéos fictionnées qui permettent de donner corps un peu à ces récits-là. Et qui participe à ça? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des civils, il y a des militaires, il y a des auteurs, enfin, c'est pour réaliser ces histoires-là, parce que tu sais, aux États-Unis, il y a un scénariste, plusieurs dessinateurs. Là, en France, c'est plus des groupes, on va dire, donc c'est plus collectif, la réflexion autour des scénarios, des choses comme ça, ou Ouais, de ce que j'en ai compris, donc aux États-Unis, effectivement, l'ensemble des scénarios sont de Brian David Johnson. Mais en fait, ils émergent à la suite d'une réflexion qui implique notamment des militaires. C'est-à-dire que, en fait, enfin, de ce que j'ai compris, il organise un certain nombre d'ateliers où ils réfléchissent sur les questions qu'ils veulent mettre en avant dans le scénario,
Après, Brian David Johnson va écrire le scénario, il y a un storyboard qui est ensuite transmis à, pour illustration. Donc là, les illustrateurs ont un rôle qui est vraiment moins important, enfin, du moins, ils sont chargés, ils sont vraiment plus sur un format de commande que dans le projet français, où là, pour le coup, également de ce que j'en ai compris, il y a vraiment une volonté de créer une forme de synergie entre à la fois les militaires, donc, en fait, la Red Team, c'est organisé en plusieurs équipes. La Red Team en tant que telle, c'est le collectif de créatifs, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs, des designers 3D, enfin des illustrateurs, un dessinateur de bande dessinée, François Skeuten, donc tout un ensemble voilà, de profils entre guillemets créatifs qui vont discuter avec la Blue Team, qui sont eux des militaires qui viennent de différents pans des armées et avec un autre euh, corps qui est la Purple Team, qui eux sont des experts qui viennent de l'université, du monde civil, des entreprises, etc. Et de ces différentes réflexions, enfin, de ces différents dialogues entre les différents participants du projet, la Red Team va formuler le scénario. Et surtout, ce qui est intéressant, enfin, d'un point de vue de l'articulation entre narration et visualité, c'est que les illustrateurs et les auteurs, enfin, le scénario est imagé, pardon, en même temps qu'il est écrit. Et il y a une réponse en direct cette fois entre les illustrateurs, enfin, les gens chargés de la mise en image et ceux chargés de la mise en récit, ce qui n'est pas forcément le cas, enfin ce qui n'est pas le cas du tout en fait dans le projet américain. Ok. Et qu'est-ce que tu analyses dans les récits? J'ai vu que tu avais classé ça en plusieurs groupes, et notamment qui attaque, où, qui sont les attaquants, etc. Est-ce que tu peux nous... Il y a plusieurs scénarios, il y a des figures qui reviennent, des villes, enfin des endroits, des écosystèmes aussi qui reviennent. Est-ce que tu peux nous en parler? On les mettra bien évidemment, on mettra toutes les références dans l'article qui te sera consacré, justement pour que les auditeurs puissent aller voir de quoi on parle, etc. Mais si tu peux nous faire un petit panorama. Donc là, c'est peut-être le moment où je vais revenir un peu plus sur mon architecture théorique, c'est-à-dire que moi, j'analyse sous l'angle de ce qui s'appelle l'approche sociologique de la sécurisation. Pour faire très très vulgarisé, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'un enjeu politique est constitué en enjeu de sécurité. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on accorde des moyens un peu exceptionnels, qu'on accorde aussi des formes de passe-droit pour traiter cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu qu'on estime de sécurité, etc. Et donc l'approche sociologique, c'est va considérer que ce qui est important dans ce processus de constitution d'un enjeu de politique en enjeu de sécurité, donc ce processus qui s'appelle la sécurisation, euh, donc c'est un mouvement qui est socialement construit, qui dépend de trois facteurs importants. Le premier, c'est la position des acteurs qui vont procéder au mouvement de sécurisation, qui vont énoncer l'enjeu politique comme constituant enjeu de sécurité. Le second, c'est la cohérence de cette constitution d'un enjeu politique en enjeu de sécurité avec le contexte euh, général dans lequel ce processus de constitution advient, contexte social, politique, culturel, etc. Et le troisième, c'est la prise en compte de l'audience auquel ce mouvement de sécurisation est adressé. Et du coup, mon mémoire, il est articulé en trois parties. La première qui revient donc spécifique, enfin, sur une généalogie des acteurs, donc des énonçants. C'est là où je parle de ce qu'on évoquait plus tôt dans le mémoire, enfin pardon, dans le podcast, à savoir la généalogie de la contre-culture au design fiction et le style de raisonnement conjectural, etc. Donc c'est de mieux comprendre d'où les acteurs énonçants tirent leur légitimité. La deuxième porte sur l'analyse du contenu et du contexte du mouvement de sécurisation. Donc c'est là que je me concentre plus spécifiquement sur le programme Future Conflict Novels et Red Team Défense. Et la troisième, c'est l'analyse des audiences ciblées. Et donc, dans le compte, enfin, comme j'ai ce prisme d'analyse par la sécurisation, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ces récits visuels, c'est quelle est la menace qui est mise en avant.
euh, dans ces récits d'anticipation. Et donc, pour comprendre quelle est la menace, donc déjà l'analyse du contenu, je vais essayer de comprendre euh, qui est l'attaquant, qui frappe, entre guillemets, les armées occidentales, et deuxièmement, où advient l'attaque, quel est le, le contexte, enfin, le lieu, non, lieu au sens large, euh, dans lequel advient l'attaque. Moi, c'est ce qui me permet de qualifier la menace, parce que précisément, euh, un mouvement de sécurisation, c'est mettre en avant une menace. Et donc, je pense, quelle est la menace qui est qualifiée dans ces récits-là. Et du coup, j'arrive avec des formes enfin, avec des figures d'attaquants et ce que j'appelle des topoïs de conflictualité. Donc, c'est à la fois des lieux au sens géographique, mais au sens narratif aussi. Donc, qui attaque J'ai donc trois grandes figures. La première, c'est une espèce de menace un peu anonyme, fluide, déterritorialisée, j'évoque, qui correspond à un ensemble de terroristes, de pirates et de traîtres qui, en gros, vont frapper les armées et souvent retourner leurs propres armements et leurs propres armes contre elles pour ensuite disparaître et ressurgir ailleurs. Donc c'est une menace très difficilement saisissable. Euh, la seconde, c'est une figure ce qu'on appelle la figure de la foule. C'est tout un ensemble d'agrégats, de foules contestataires euh, donc, où les individus enfin, disparaissent complètement. En fait, la figure, c'est une espèce de foule souvent remplie de colère, de haine, qui est imperméable à toute forme de réflexion rationnelle et qui s'oppose euh, très irrationnellement là aussi aux armées. Et la dernière figure, c'est celle de donc, l'État voyou, une réactualisation de la figure de l'État voyou. Donc là, on est pas directement dans le contexte de l'après 11 septembre où cette expression est utilisée, mais disons qu'il y a cette idée-là d'un État qui ne joue pas les règles du jeu international, enfin et de l'ordre libéral, qui s'oppose, un État autoritaire qui s'oppose aux démocraties occidentales et qui va essayer de les frapper, souvent en les manipulant, enfin en manipulant depuis l'intérieur, en orchestrant des attaques sur leur sol ou, euh, ou contre leurs intérêts. Et donc aussi au travers de ces trois figures en particulier, celle de la foule et de l'état voyou, ce que je mets en avant, avec donc là encore sans préjuger des intentions des auteurs et, euh, et sans suranalyser, mais disons qu'il y a des formes de schèmes de représentation à la fois narrative visuelle qui relèvent d'une forme d'orientalisme. Donc sur la représentation de la foule, de l'état voyou. L'état voyou, pour le coup, c'est un état qui est quasiment systématiquement oriental ou orientalisé. Donc voilà, il y a cette idée-là qui revient et qui se poursuit dans les topoïdes, donc les lieux de l'attaque, sur l'ensemble des récits que j'analyse. Donc il y en a un, c'est celui de la ville, une ville hostile, en gros une ville où l'armée est, euh, est attaquée enfin, voilà, par un ennemi qui est difficilement saisissable, propre au combat urbain, etc. Donc là j'identifie deux sous-figures. La première c'est une espèce de ce qu'on appelle la ville sanctuaire. Ça c'est vraiment très propre au récit américain pour le coup, donc c'est un peu intéressant. C'est une espèce de figure du Homeland. Enfin c'est vraiment l'imagerie du 11 septembre qui revient. C'est-à-dire le Homeland, la ville, la métropole américaine qui est censée être préservée de tout, qui tout d'un coup est frappée avec une violence inouïe. Et là, il faut réagir, etc. Et ça, c'est une figure qui apparaît vraiment pas du tout dans les récits français. Mais par contre, une autre figure qui est commune aux deux récits, c'est celle de la ville sauvage. Alors ça, c'est Feral Cities. C'est une idée qui est présente dans les débats stratégiques depuis en gros les années 2000. C'est en gros c'est cette espèce d'immense métropole, mégalopole du sud, dans laquelle en gros il n'y a plus d'ordre. C'est une espèce d'anarchie totale. Il y a une violence
une violence débridée qui s'exerce. Donc c'est en gros, il y a des figures, espèce de Bagdad, enfin, mais des figures qui sont aussi, en fait, c'est intéressant, elles-mêmes associées à des figures. Donc il y a des villes réelles et des villes de fiction. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans, en gros, Bagdad et Mad Max, quoi. C'est des villes, voilà, en ruine un peu, dans lesquelles les armées évoluent et de n'importe quel bâtiment peut surgir un insurgent, enfin pas un insurgent, un Un imbécile, insurgé. pardon, un insurgé, un insurgé, voilà, un partisan qui va essayer de les frapper. Et cette figure, là aussi, elle est vraiment teintée de, enfin c'est un lieu qui est vraiment teinté d'orientalisme, quoi. C'est C'est toujours la ville des du noms Sud dans blancs, laquelle, quoi. Enfin, c'est un peu toujours des noms blancs, on va dire. C'est un peu problématique, non? et ben, disons qu'en tout cas, il y a un scénario en particulier, le scénario de Face à l'Hydre de la Red Team, dans lequel il y a cette question effectivement qui est importante, puisque dans l'illustration des artefacts visuels qui sont disponibles sur le site, à peu près tous les ennemis, donc enfin tous les partisans de l'Hydre, qui est cette espèce d'armée qui est constituée de civils qui peuvent, en fait, par une espèce de puce, d'un coup acquérir des connaissances de combat et frapper l'armée française d'une minute à l'autre. En fait, tous les ennemis, ces partisans de cette armée irrégulière sont des non-blancs, et en particulier des femmes noires. Et je pense que enfin, je pense que c'est un problème dont s'est rendu compte les armées elles-mêmes, enfin, l'armée française elle-même, puisque en fait, ça c'est un peu intéressant en mémoire, il y a un décalage dans une des illustrations du scénario de Face à l'Hydre, où en fait sur le site, où donc le site la page du site a été publiée avant, il y a une espèce de bande dessinée animée dans lequel il y a un enfant soldat de l'Hydre qui attaque un militaire et qui prend le contrôle d'un véhicule logistique. Et donc, dans la bande dessinée animée qui est présente sur le site, cette enfant soldat, elle est noire, elle est représentée avec les cheveux crépus, la peau noire, etc. Alors que dans la version papier de l'ouvrage, qui a été publiée plus tard, elle est blanche et cheveux blonds raides. Et donc, je pense que eux-mêmes se sont rendus compte en regardant l'illustration que l'ensemble de ce qu'ils avaient illustré, bah, il y avait que des noms blancs en fait. Et donc, je pense qu'il faut pas forcément tirer d'interprétation sur l'ensemble des intentions des auteurs, des gens qui ont participé et du message aussi qui est véhiculé par, euh, par ces récits. Mais en tout cas, pour moi, ça montre qu'il y a, enfin même inconsciemment, une forme de reprise de schèmes orientalistes dans la mise en récit et la mise en image de certains de ces récits. Ok. Et c'est quoi le contexte? Enfin, j'ai lu en lisant ton mémoire cette partie-là que quand tu lis, enfin tu as lu en fait ces scénarios et on retrouve en fait un peu des contextes actuels dans lesquels ils ont été élaborés. Qu'est-ce que tu as pu voir comme, enfin qu'est-ce qui ressort dans ces scénarios? Quels sont les événements géopolitiques marquants sur lesquels s'appuie en fait l'élaboration de ces scénarios? Moi, j'ai distingué contexte politique et contexte culturel qui sont mis en cohérence, comme, enfin, avec lequel pardon, les récits sont mis en cohérence. Le premier, donc il y a un point important de la guerre en Ukraine dans l'ensemble des, des récits. Euh, donc voilà, en France comme aux États-Unis, il y a beaucoup de conflits ou d'États qui s'apparentent à des formes de redites du conflit ukrainien. C'est en particulier le cas aux États-Unis, où il y a une bande dessinée en particulier, je crois que c'est Silent Ruin, euh, qui initialement, les entités étatiques qui étaient représentées dans le scénario et dans lequel le scénario se déroulait n'étaient pas fictives, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des scénarios. C'était des entités réelles, ça se passait en Moldavie. Et en fait, à la suite de la publication initiale de la bande dessinée,
Euh, euh, D'après ce qu'on m'a rapporté, euh, la bande dessinée a été reprise et diffusée en russe, enfin par la Russie. L'idée, enfin, ce qui est mis en avant par les acteurs américains, c'est qu'il y aurait eu volonté de diffuser largement ce scénario pour montrer que les Américains avaient volonté d'abandonner complètement la Moldavie et de ne plus s'impliquer. Enfin, en fait, ils imaginaient déjà l'après et la défaite sur le front de l'Est, et que du coup, le Army Cyber Institute a reçu un appel de l'ambassadeur américain. Il disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi est-ce qu'on a produit ça, etc. Et c'est pour ça qu'après ils ont complètement fictionné les entités mises en avant. Et Pour pas que ça puisse être utilisé comme une propagande politique voilà, par et la ils ont, Russie, ils quoi. ont mis une espèce de, enfin vraiment mis en avant un bandeau en mode ce sont des réflexions fictives qui ne reflètent la position officielle. Mais non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment le projet dès le début, c'était pas de fournir une déclaration officielle, mais que même les acteurs, du coup, les opposants stratégiques, donc aux États-Unis, enfin la Russie, ont vu un intérêt euh, dans ces bandes dessinées-là, un intérêt stratégique, et ils se sont dit, enfin, ça va créer un effet de les diffuser auprès de la population civile pour décourager, etc., et renforcer le sentiment anti-américain, etc. Mais donc voilà, ça c'est une anecdote qui est un peu intéressante parce que je pense que ça montre aussi comment est-ce que dans la formulation d'un énoncé de sécurisation, certains publics qui ne sont pas ciblés par l'énoncé peuvent se le réapproprier et en détourner l'effet recherché justement. Donc voilà, ensuite il y a la pandémie du Covid aussi qui est vraiment très présente dans l'ensemble des scénarios, visuellement et narrativement. Ça, on parle de mouvements anti-masques, il y a des comparaisons. Enfin, dans le projet Red Team, le Covid est directement cité comme en mode. Ça se passe dans le futur, c'est-à-dire il y a des comparaisons avec ce qui s'était passé durant la pandémie, etc. Et la question de la crise environnementale, qui là revient dans les deux scénarios, mais en particulier dans le scénario, enfin dans les scénarios de la Red Team, où c'est une thématique qui même a fait l'objet d'une saison entière. Donc la saison 2 où où ils ont enfin, qui était vraiment entièrement consacrée sur les enjeux écologiques. Au-delà de ces contextes transnationaux, enfin, qui sont Oui, partagés entre les deux récits, il y a ils sont des globaux, quoi. voilà, Ouais. il y a des contextes nationaux cette fois qui sont vraiment spécifiques à enfin, au récit américain et au récit français d'une part et d'autre part. Aux États-Unis, contexte politique, c'est le 11 septembre, Toujours. Même 20, toujours. Non, ça ne ça ne, disparaît c'est pas. toujours, c'est toujours le 11 septembre, ok. Ouais. Pour pas que ça se reproduise, voilà. Bah ouais, j'évoquais du coup la ville, la ville sanctuaire, donc ces figures d'attaque. Enfin, il y a un scénario qui s'appelle 11-25-2027. En fait, même enfin, qui reprend vraiment genre le format 9-11, ouais, voilà. Donc, enfin, ça reste toujours super fort, quand bien Et même il y a puis une le volonté. traumatisme, ça reste un traumatisme. Ouais, 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 en tout cas, enfin, et moi je trouve ça intéressant, c'est qu'il même il y a une volonté affichée de dépasser ce paradigme-là, et pourtant il reste quand même super, super prégnant. Et donc en France, du point de vue politique, et donc là ça me permet de reboucler avec ce que j'évoquais sur la crise environnementale, qui est plus évoquée par les récits de la Red Team, il y a une forme d'inscription. Ça c'est moi qui l'analyse, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui étayent cette analyse dans les récits de la Red Team, d'inscription dans des débats vraiment politiques et polémiques de ces dernières années, de réflexion sur le dit wokisme, entre guillemets, et le communautarisme et l'écoterrorisme. Et, euh, et en Là aussi, particulier, c'est donc terrain dans. glissant, non? Ça peut être un terrain glissant dans les scénarios, non? Ah bah tout à fait, ouais, ouais, non mais en fait, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant, mais moi c'est aussi ce qui m'avait interpellé à la lecture de ces scénarios-là, c'est dire j'ai l'impression qu'il y a un vrai propos politique qui émerge des fois, qui n'est pas du tout interrogé et qui n'est pas. Enfin, je sais pas, c'est le cœur du message, mais disons qu'il y a quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et notamment dans la saison 2 que j'évoquais, il y a un scénario qui s'appelle Guerre écosystémique, dans lequel il y a un ennemi
qui se rattache pardon, à la figure que j'évoquais, la première figure de l'ennemi, donc terroriste, pirate et traître, qui est celle du biohacker, qui est une espèce enfin, il présente comme une espèce de zadiste radicalisé qui, en gros, va utiliser enfin, la modification, enfin, l'impression 3D d'armes biologiques pour attaquer l'armée française, etc. Et même dans la terminologie qui est employée, notamment dans les ouvrages, on parle de Khmer vert, enfin, sans interroger le terme. C'est vraiment, il est employé comme ça. Donc en gros, les biohackers sont des Khmer verts. Là, je paraphrase, mais disons qu'il y a vraiment le terme qui est employé. En tout cas, ça participe. Déjà, ça s'inscrit clairement dans des débats polémiques, pour moi. Et ça participe, peut-être de façon plus analytique, à la construction et à la légitimation d'une figure de l'éco-terroriste. C'est-à-dire que ces récits-là, ils permettent aussi, enfin, si employés à cet effet, mais de légitimer le militantisme écologiste ou une forme de militantisme écologiste pardon, comme une activité suspecte ou criminalisable, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant. Ouais, Et donc il y ouais, a un donc, parti pris politique quand même, d'une certaine je façon. sais pas je sais pas si c'est un parti pris, mais en tout cas, il y a des fois des débordements, ce que j'appelle un débordement vers l'écrit polémique. Ouais. Et sur la question du wokisme, pareil, euh, enfin du soi-disant wokisme, euh, dans la saison 0, il y a un scénario, enfin le scénario P-Nation, dans lequel en fait là pareil, l'ennemi c'est une espèce de nation pirate qui est divisée en plusieurs cités lacustres, qui se veut, enfin qui est présentée comme une espèce de nation libertaire. Vraiment, en gros c'est la ZAD sur l'eau globalement. Euh, C'est bon, les ZAD, il y a un truc Bah, là. non, mais je crois qu'il y a en tout cas, il y avait enfin, une réflexion là-dessus, et dans lesquels il y a dans les artefacts fictionnés qui sont employés dans le scénario, il y a une espèce de serment d'entrée, enfin, ce qui serait le serment d'entrée dans la nation pirate que doivent prononcer enfin, les jeunes recrues, etc. Et là, il y a toute une espèce de reprise des codes. Du enfin de ce que j'imagine est une parodie du langage safe des militants, enfin des trigger warnings, etc. Et donc là, on se dit, mais alors, là clairement, j'ai l'impression que vous parlez plus des débats politiques, enfin ou sociaux du moment d'énonciation des scénarios que de ce qui va se passer en 2040, 2060, etc. Ouais, est-ce que selon toi c'est caricatural déjà dans le récit et ensuite dans le dessin, parce que comment c'est dessiné aussi ça me dit beaucoup de choses. Tu parles après de la grammaire visuelle, mais est-ce que pour toi, parfois à la lecture, tu te dis, enfin tu vois, c'est gros Ah quoi. bah oui, oui, complètement. Mais sur ces passages-là, oui, non, mais enfin, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important d'avoir une lecture critique Parce que, de encore une ces fois, en fait, matériaux-là. si les auditeurs sont pas au courant, être woke, en fait, c'est juste être pour les droits humains et la liberté de penser, la liberté sexuelle, etc. Enfin, woke est utilisé, en fait, comme un objet de caricature pour critiquer des gens, alors qu'en fait, juste être woke de base, c'est juste être pour la liberté de tous, en fait, d'être ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas, non, à la base, c'est pas péjoratif d'être woke. Bah alors, moi du coup, j'essaie pas de mettre enfin, quand je parle de wokisme, j'essaie pas de dire le wokisme c'est ça, etc. Au contraire, justement, j'essaye de reprendre, enfin, alors, j'ai oublié les noms des auteurs, mais je trouve l'analyse intéressante, qui est de dire le wokisme c'est un signifiant vide, c'est-à-dire il est caractérisé pas par enfin, ce qu'il contient et met en avant en propre, mais par une volonté de stigmatisation, de revendication. Donc on peut mettre un peu beaucoup de choses, c'est juste que c'est un signifiant stigmatisant, quoi. Et donc oui, clairement, il y a des moments où je me suis dit, bah là c'est super gros, et surtout, je vois pas concrètement comment est-ce que ça amène une vraie réflexion stratégique sur les menaces dites émergentes, etc. Et donc là, peut-être plutôt qu'on peut parler de sécurisation de mouvements proprement politiques. Et donc là, c'est effectivement, il faut avoir un regard attentif, dire attention, qu'est-ce qu'on essaye
de faire basculer vers un regard sécuritaire, quoi. Et dans le dessin, comment c'est dessiné? Est-ce qu'il y a aussi une utilisation du dessin qui est particulière? Et ça me permet comme ça d'enchaîner sur la grammaire visuelle, pour que tu peux nous expliquer ce que tu entends par la grammaire visuelle. Ouais, le dessin aussi, il peut être... il est étonnant, décalé, je sais pas comment tu pourrais le qualifier. En fait, déjà, c'est compliqué d'avoir une interprétation unique puisque il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs qui sont impliqués dans ces projets. Déjà dans le projet américain, c'est pas un illustrateur, un récit, mais quasiment. Et donc les styles, pareil, varient. Et en France, pareil, donc il y a la figure de Françoise Coyton qui est vraiment mise en avant, mais il y a plein d'autres artistes visuels qui ont été impliqués dans la mise en image de ces scénarios. Donc je vais pas faire d'interprétation globale sur le style, enfin en disant le style c'est ça, mais par contre effectivement on retrouve des codes partagés, moi que j'appelle des grammaires visuelles partagées, donc des espèces de codes visuels qui transpirent dans l'ensemble de ces récits. Le premier, c'est l'usage de ce que j'appelle, enfin, ce que je l'appelle, en reprenant la terminologie de Harun Farokhi, qui est un documentariste allemand. Donc des images opératoires, c'est-à-dire c'est des images qui n'ont pas de vocation sociale, c'est des images purement techniques. Lui, il réfléchit beaucoup sur les drones, etc., sur les limites. Donc en gros, c'est toute l'espèce d'images d'interface, enfin, le- des effets de grains, des, des, des formes, des pictogrammes, une espèce de graphique avec la température à côté, donc des images qui ont une vocation purement instrumentale, en théorie, comme dans les images de drones maintenant on est abreuvé à peu près continuellement. Dans les récits, il y a une reprise de cette forme d'imagerie, donc cette fois c'est des images opératoires qui forcément sont factices, puisque les récits sont fictionnels, donc ces images n'ont pas n'ont pas de vocation technique en tant que propre, mais du coup elles servent à créer ce que moi j'appelle du coup là un effet de futur. C'est-à-dire comme Roland Barthes parlait d'un effet de réel, c'est-à-dire on va mettre des détails dans une description romanesque qui vont servir, qui n'ont pas de fonction proprement narrative, mais qui vont servir à plonger le lecteur dans le récit et à donner une impression de vrai. Et ben, ces images-là, enfin, ces images opératoires là, elles vont avoir vocation à créer une impression de futur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images, enfin d'interfaces bleutées. Il y a des fois dans certains des récits, en particulier dans le projet Future Conflict Graphic Novels, j'ai eu accès à des documents préparatoires de certains, enfin de romans graphiques, dans lequel il y a une scène qui se passe dans une cuisine. Et dans la version préparatoire envoyée par l'illustrateur, il y a des cuisiniers humains qui sont en train de préparer, un plat. Et on lui fait un retour en mode transforme ce cuisinier en robot. Et ça n'a pas de vocation dans le récit, c'est juste, Pour bah montrer en fait qu'on c'est n'est le pas dans futur, la voilà, réalité et qu'on est dans... Ouais. c'est le futur, mais un robot, et du coup vraiment le seul la seule utilité qu'a ce robot-là, c'est une utilité enfin, immersive, quoi, Ouais. donc, créer cet effet de futur. Ensuite, il y a la reprise de codes, de certains codes visuels qui sont liés à une forme de culture internet que bah, nous on connaît bien, mais par exemple, le plus parlant, c'est bon, déjà dans les bandes dessinées américaines, il y a des espèces de figures d'influenceurs qui parlent de likes, etc. Et donc tous les pictogrammes qui viennent de YouTube, etc., Ouais. enfin de cette culture-là sont repris. Mais l'exemple le plus poussé, c'est dans le projet Red Team, dans lequel, dans les vidéos qui ont été faites pour le projet, en particulier pour la saison 2, pour le scénario guerre écosystémique, il y a un de ces biohackers, justement, que j'évoquais avant, qui est mis en scène dans des vidéos qui sont vraiment, enfin, qui sont présentés comme un podcast vraiment YouTube venant enfin ils utilisent pas YouTube, ils utilisent PeerTube, mais qui viennent de sa chaîne, et il y a vraiment les montages et les cuts qui évoquent clairement genre, les podcasts 2010 quoi, en mode avec des zooms, des têtes, un montage très dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a cette vidéo là
Et la deuxième qui en gros serait une vidéo qui aurait été débloquée, donc qui ne vient pas de la chaîne PeerTube, mais qui vient de son compte OnlyBack, donc genre OnlyFan quoi, Ok. qui en gros serait voilà, son contenu privé qui met en avant et qui est pareil une autre vidéo où cette fois il montre comment se servir d'une imprimante 3D biologique pour faire des armes, etc. Et donc il y a vraiment, clairement c'est ancré dans cette culture internet et c'est des gens qui ça a été fait par des gens qui, pour le coup je pense, avaient ces références-là. Donc ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment C'est très partagé moderne par en les... fait, c'est vraiment pour être accessible. On en parlera juste après de à qui c'est destiné, mais en fait c'est des codes qui parlent aux gens de nos âges, enfin de ton âge, toi t'es plus jeune que moi, mais moi aussi ça me parle. Donc pour que ce soit vraiment accessible le plus largement possible, quoi, et à tous les âges. Ouais, tout à fait. Avec des codes communs qui reviennent et qui rendent plus accessible tout, en plus des sujets traités et des références qui sont faites à notre monde moderne. Et justement, qui lit ça? C'est à destination de qui, en fait? Parce que, ok, on a compris, il faut imaginer l'impensable, se prémunir de la surprise stratégique, c'est pour aider les armées à anticiper des choses dont elles n'auraient pas conscience ou qu'elles n'auraient pas imaginé. Mais en gros, quand c'est réalisé, donc les vidéos, les livres, les comics, etc., c'est pour quel type de public et pour quel effet, on va dire. Et surtout, petite question supplémentaire, est-ce que ça a été lu? Est-ce que ça... Enfin, je sais pas si tu as une vision là-dessus, mais est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que les gens se sont intéressés à ça? Alors, déjà pour commencer pour cette question, la question de l'impact justement, je pense que c'est un des angles morts de mon mémoire, mais enfin, disons, c'est quelque chose que je traite, c'est que il faut être conscient, un public ciblé n'est pas forcément un public atteint et convaincu, et un effet recherché, un effet obtenu. Et donc, il y a des éléments qui tendent à laisser penser que certains des, enfin, qu'il y a eu quand même une forme d'impact. Le premier volume de la Red Team, je crois, a été écoulé à 30 000 exemplaires, qui est un vrai succès librairie a priori. Mais c'était aussi au moment, là d'où l'importance du contexte, au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc en gros, il y a une espèce de concordance des calendriers où enfin voilà, qui aurait participé au succès du livre. Mais donc, du coup, moi, je me suis intéressé vraiment sur les audiences ciblées, les principales audiences ciblées, là encore, parce que je prétends pas à l'exhaustivité. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est quelles sont les audiences ciblées et quels sont les effets qui sont recherchés auprès de ces audiences par la diffusion de ces récits visuels. J'en identifie deux grands types qui se divisent ensuite encore en deux. Donc, il y a tout d'abord un ensemble de militaires, donc une audience militaire au sens large, euh, qui va se diviser d'une part entre en gros à la fois un état-major confirmé et des jeunes officiers au sein des armées nationales, euh, d'une part, et d'autre part des partenaires militaires, en particulier des partenaires occidentaux, au sein d'arènes affiliées à l'OTAN. Euh, et donc, pour cette audience militaire, je pense que ces récits ils servent à harmoniser une espèce de définition commune des menaces émergentes sous une forme qui, en gros, permettent de mettre tout le monde d'accord sur qui sont nos ennemis Qui pourraient être et nos ennemis? voilà, qui pourraient être nos ennemis, mais il y a quand même une volonté d'agir sur le présent. On identifie comme étant nos ennemis et ceux qui montent en puissance et comment ils seraient amenés à frapper. Et notamment sur la dimension de l'OTAN, enfin sur le partage de ces récits au-delà des arènes nationales, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec ces récits, il y a aussi une volonté enfin, de resserrer une forme sur le plan sécuritaire, une forme d'alliance entre les membres de l'Occident, quoi, au sens large. On parle enfin, Jacinta Wagan, qui est une chercheuse, parle de l'Occident libéral, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'incarne notamment dans des arènes telles que l'OTAN. Et donc là, il y a cette volonté de dire qui sont en fait les ennemis de l'Occident et par cette définition de ceux qui sont les ennemis de l'Occident, inversement, resserrer les liens entre les membres de cet Occident, quoi. Et ensuite, il y a un public civil qui est là largement domestique, euh,
donc au sein des États qui produisent et qui diffusent ces récits. Le premier qui se divise là encore, donc ce public civil en deux enfin, deux grands types d'audience, je vais dire. Le premier, c'est les élus, en gros. Enfin, c'est ceux qui sont chargés du contrôle politique et budgétaire des armées, auprès desquels ces récits ils vont servir à légitimer à la fois l'augmentation des budgets des armées et l'allègement du contrôle politique. C'est-à-dire, on réfléchit sur les menaces sont pressantes, donnez-nous plus de moyens et laissez-nous les mains libres pour les traiter. Il y a un exemple qui est intéressant sur cet allègement du contrôle ludique, qui est là encore pas du tout représentatif de l'ensemble des réceptions, mais qui je trouve est intéressant à évoquer. Au sein de la commission de la défense de l'Assemblée nationale du ministère des Armées, au moment de la discussion sur la loi de programmation militaire, il me semble, euh, en tout cas, il y a un amendement d'une députée socialiste, je crois, qui veut faire passer une espèce de formation obligatoire sur les enjeux environnementaux pour les soldats. C'est un gros sujet, ça. C'est un sujet hyper intéressant dans les armées ou même dans le mener la guerre, etc. Les considérations autour de l'environnement, c'est un gros sujet en ce moment. Oui, tout à fait. Bah, enfin, le bouquin Guerre et écologie, qui est vraiment super. Enfin, bref, enfin, il y a beaucoup de réflexions super intéressantes là-dessus. Mais en tout cas, là, il y a cette volonté de faire une formation obligatoire. Et pour justifier le rejet de cet amendement, il y a une députée de la majorité qui, alors, pareil, je paraphrase, va dire, c'est pas la peine en gros, de rajouter une charge coercitive sur les armées. Elles le font déjà. Regardez, en plus, le sujet est traité dans le scénario de la Red Team. Du coup, moi, je dis c'est intéressant parce que pour se déprendre d'une forme de contrôle politique, ou du moins pour légitimer le fait qu'il n'y ait pas un contrôle politique supplémentaire, on va mettre en avant ce récit-là pour laisser les mains libres aux armées. Et je dis pas que du coup que les armées sont à la manette dans cette manœuvre, mais du moins ça participe à ce genre d'usage. Et ensuite, donc au-delà des élus, il y a une volonté assez claire de s'adresser à l'opinion publique et en particulier à la jeunesse et de sensibiliser à ces menaces qui émergent et de les sécuritiser donc auprès de l'opinion publique. C'est-à-dire, je soutiens dans le mémoire que il y a une volonté d'ériger une forme, parce que c'est Louise Amour qui est une chercheuse qui parle d'ériger une forme de visualité vigilante au sein de la population et au sein de la jeunesse particulièrement, c'est-à-dire un, un regard, enfin, d'essayer de mettre en avant des menaces auxquelles le public doit être attentif et doit par son regard essayer de se préparer et de déceler à peu près continuellement. Ça, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a une volonté de mise en immersion, vraiment par les sens, par le sensible, au sein de ces récits et au sein de ces menaces. C'est qu'il y a vraiment une volonté de utiliser les sens pour que la population soit aux aguets, quoi. La jeunesse en particulier, je pense qu'il y a une volonté claire d'encourager l'engagement actif de la Sur jeunesse. le recrutement d'une certaine façon ou l'engagement actif dans le sens être vigilant et potentiellement aider à, pas forcément en s'engageant dans l'armée, mais en étant plus conscient de ce qui peut se passer, aider à la protection du pays d'une Voilà, façon moi je pense que c'est plus, citoyenne, voilà. je pense que c'est plus ça, c'est pas forcément recruter, enfin genre, je pense que c'est vraiment pas forcément le sujet, mais c'est plutôt effectivement d'être que les priorités des armées infusent au sein de la jeunesse, que peut-être cette jeunesse soit plus disposée à s'engager dans des réserves, par exemple, dans, à, et aussi juste soit préparée, entre guillemets, au fait que peut-être euh, dans quelques années, il y aura la possibilité d'un engagement majeur, la possibilité que certains acquis sociaux soient sacrifiés au profit de l'engagement de défense, etc., qui sont des sujets qui sont vraiment, pour le coup, pas du tout gagnés pour les armées, et donc et qui sont aussi très politiques et auxquels je pense on peut tout à fait apporter une réponse, enfin contradictoire, ou du moins essayer de réfléchir, dire mais est-ce qu'on a vraiment envie en tant que jeune de s'engager, enfin d'accepter, enfin voilà, ce type de mesures, ce type d'engagement, etc. Il y a une volonté en tout cas
de communiquer, de présenter ses priorités et de faire en sorte que si jamais il y ait volonté d'aller dans ce sens-là, ça se fasse plus en douceur, du moins avec une population qui soit pas ou moins, contestataire. Ok. Du coup, moi, j'ai juste une question pour revenir aux militaires, tu sais, les productions à destination des militaires. Est-ce qu'il y a aussi une volonté aussi de leur dire, regardez les cocos, ça peut arriver. Tu sais, une espèce d'envie de sensibilisation et de connaissance aussi. Parce que tu vois, par exemple, la cybersécurité, la cyberguerre, c'est pas forcément des choses que les gens y connaissent. Et puis aussi, dans ton mémoire, tu parles de, ça je trouve ça trop ouf, la guerre cognitive et tout. Avec le projet Myriade et tout ça, je suis là, waouh, là on est vraiment dans la science-fiction, etc. Est-ce on peut voir aussi cette idée de faire aussi évoluer nos propres forces pour leur dire, voilà, peut-être à quoi va falloir se former et se préparer pour la suite. Ah mais complètement, et quand on interroge les acteurs, je pense que c'est l'un des, si ce n'est le but principal. Et je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette volonté-là. Et je pense que c'est pas un mensonge du tout. Je pense que c'est pas une espèce de couverture en mode on dit qu'on fait ça pour anticiper, alors qu'en fait c'est pour faire de la propagande. Vraiment pas. Je pense qu'il faut prendre au sérieux les justifications mises en avant par les acteurs. Et en ce sens-là, bah oui, oui, clairement, en particulier auprès de l'état-major, enfin des gens qui sont un peu plus seniors et qui n'ont pas forcément la connaissance dans le détail de ce que c'est effectivement le cyber, la guerre cognitive, etc. Bah, enfin, ces matériaux-là, c'est une manière assez simple de plonger dans le sujet et de donner une idée euh, à l'état-major de ce que c'est. Enfin, de concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est pour ça que je dis harmoniser, c'est-à-dire que c'est un matériau qui donne à peu près une idée commune à bah, l'ensemble des forces, l'ensemble des corps, sur en gros c'est quoi l'image qu'on doit avoir en tête quand on réfléchit à ces enjeux-là. Et oui, donc il y a des volontés de préparation plus opérationnelles entre guillemets, enfin, à ces sujets-là. Myriad, qui a été évoqué publiquement donc par le directeur de l'agence d'innovation de défense actuel. Ce serait, enfin, c'est une retombée possible du programme Red Team. Mais pareil, ça, pour le coup, c'est pas public, donc j'ai pas creusé. Enfin, concrètement, ce que ça constitue Myriad, c'est pas public, donc j'ai pas voulu qu'on creusait dans ce sens-là. Mais en tout cas, ça permet aussi d'engranger une réflexion institutionnelle sur ces questions et de mettre en avant ces menaces-là au sein des écosystèmes institutionnels de défense comme un truc qu'il va falloir prendre en compte de manière croissante dans les années à venir. Pour les auditeurs, la guerre cognitive, pour être très terre à terre, la guerre cognitive, de quoi ça s'agit, juste comme ça pour resituer Alors, de quoi on parle, de quoi on pourrait ouais, parler dans le futur. bah, c'est compliqué à tel point que c'est plus ou moins le sujet de ma thèse. Enfin, on en pourra parler Ah, après. ah Mais non, là tu nous fais un spoil. Non, non, pardon, 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 pardon. non. Mais non, mais en fait, la guerre cognitive, il n'y a pas de définition claire et admise commune, admise par tous sur ce que ça consiste. Et c'est pour ça que c'est, moi, je pense intéressant d'interroger la construction de ce que, enfin, voilà, de ce mot-clé et de ce qu'on met derrière. Mais en tout cas, il y a l'idée de euh, les esprits humains, enfin le cerveau humain comme champ de bataille dans lequel l'ennemi pourrait frapper, enfin manipuler directement à la fois les civils et les militaires de notre camp bah, pour des actions stratégiques qui iraient dans son sens. Donc c'est l'idée d'envisager, enfin, et via du coup les nouvelles technologies en particulier, enfin le numérique et enfin toutes les nouvelles technologies associées, de considérer le cerveau humain comme une espèce de champ de bataille. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi, enfin, c'est assez compliqué de considérer
que l'esprit est un champ de bataille parce que ça amène à tout un ensemble de problématiques. C'est-à-dire, où se situe la frontière entre une opinion politique contestataire et, euh, Et et, du euh, terrorisme. et une action, entre guillemets, et une manipulation depuis l'étranger à des fins. Et donc, je pense que c'est important de réfléchir à ce sujet. Je pense que c'est aussi très important de voir où est-ce qu'on place les frontières et comment est-ce qu'on désigne ce qui relève de la guerre cognitive ou pas, parce que ça peut, je pense, assez facilement servir à, euh, à délégitimer des contestations politiques qui ont vocation à s'exprimer en démocratie, quoi. Ok. Oh là là, ça va être un vaste projet tout ça, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Tu le disais, donc t'as travaillé, donc le projet Future Conflict Graphic Novel a été diffusé de 2018 à 2023 et les scénarios de la Red Team Défense donc la Red Team Défense a été active de 2019 à 2023. Est-ce que ces deux initiatives, elles continuent? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont produites dans ce genre-là et sous quelle forme en France et peut-être aux États-Unis, je sais pas. Alors, les deux projets en eux-mêmes sont achevés. Donc, il y a plus de Future Conflict Graphic Novels, il n'y a plus de scénario de la Red Team. Cependant, il y a des initiatives similaires qui perdurent. Aux États-Unis, il y en a assez régulièrement des projets comme ça, un peu one shot, où on va demander différentes forces, de l'armée américaine va commissionner, voilà, un projet un peu de ce type. Alors, donc voilà, du moins, le projet en lui-même ne subsiste pas, mais ce type d'initiative perdure. Et en France, il y a une conséquence vraiment directe du programme Red Team qui est Radar, qui est en gros la suite de la Red Team à une autre échelle. C'est-à-dire qu'en gros, la Red Team c'était sous l'égide de l'Agence d'innovation de défense. Radar, c'est directement la DGA. Ça a Et donc, suivi Emmanuel Kiva ou c'est bah oui, oui, tout à fait. quand Enfin, il est c'est devenu DGA, hmm. Non, il non, est parti avec le mais oui, projet. oui, véritablement. C'est-à-dire Ok. il y a lui et Jean-Baptiste Collat qui est dans son cabinet, enfin bref, qui sont vraiment les architectes directs de ce changement d'échelle. Et, euh, et donc Radar, c'est aussi un changement d'échelle dans la forme que prennent les scénarios. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus d'aller voir des créatifs, enfin, plus uniquement d'aller voir des créatifs et leur demander euh, c'est quoi les menaces de demain pour la France, enfin pour la France, les armées françaises, c'est d'arriver avec un premier, de ce que j'en comprends, parce que c'est encore un programme en cours, donc je veux pas trop m'avancer, mais c'est d'arriver avec un scénario de menace, comme ils l'ont fait à la journée de lancement à laquelle moi j'ai pu assister en tant que, alors j'ai fait une observation participante là-bas, d'arriver avec un scénario et de pendant une journée immerger un public à la fois militaire et civil. Il y avait environ 800 personnes, si je me souviens bien, dans le scénario via. Alors il y avait des espèces d'ateliers euh, de, de, d'ateliers de wargame entre guillemets autour du scénario. Il y avait une espèce d'exposition dans laquelle il y avait des faux artefacts du scénario qui étaient imprimés en 3D et exposés pour mettre vraiment immerger les participants dans ce scénario-là. Et donc tout un ensemble comme ça d'ateliers où vraiment il y a une volonté de réfléchir avec le monde civil et de plonger encore plus directement l'audience dans le scénario. Donc c'est pour ça que moi ça renforce encore plus l'idée de sécurisation par le sensible. C'est-à-dire que là l'audience elle est pas uniquement, on cherche à l'impliquer pas uniquement par la lecture ou le visionnage, mais directement par, physiquement, corporellement, la mise en situation dans le scénario, quoi. Et tu parlais aussi de l'utilisation aussi des réseaux sociaux modernes, genre une présence sur Twitch, etc. Oui, oui, alors bon, ça, on peut dire c'est plus anecdotique, c'est aussi de la com, mais c'est intéressant. Enfin, moi, ça renforce aussi pour le coup l'idée qu'il y a une volonté de s'adresser à la jeunesse. C'est que les cérémonies de restitution des saisons de la Red Team ont été rediffusées en direct, été diffusées en direct sur Twitch. Et quand on connaît le public enfin, qui utilise Twitch, etc., c'est
plutôt des jeunes. Et pareil, du coup, pour Radar, il y avait une grosse population étudiante qui était recrutée directement via les écoles ou via les associations type à Sciences Po Défense et Stratégie, donc qui sont qui ont vocation à faire le lien entre l'école et le monde de la défense, etc. Mais du coup, il y a une utilisation de ces relais euh, explicites et assumés pour faire venir les jeunes et les faire participer à ce genre d'initiative pour les buts que j'avais mentionnés précédemment, Ouais. selon moi. Et puis j'imagine aussi qu'il y avait les jeunes de l'IHEDN qui étaient présents et Oui, tout oui, bah ça, tout à là, fait, ouais. clairement. Hein. Ouais, les jeunes IHDN étaient participants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, alors, enfin, le Radar et la Red Team, c'est vraiment on dirait l'épitomée de ce truc-là, mais si on parle de quelque chose qui est un peu différent et qui, moi, n'était pas mon cœur de sujet et je me suis pas aventuré là-dedans, parce qu'il y a une histoire qui est aussi une généalogie qui est très différente, mais le wargaming, et le wargame qui revient énormément en ce moment, qui peut servir sous certains aspects, à des fonctions, des fonctions similaires dès lors qu'on implique dans le wargame, pareil, des civils. Mais dans beaucoup de programmes de Sciences Po universitaires où on parle de défense, de stratégie, de sécurité, etc., le wargaming, se mettre dans une situation, imaginer des scénarios, la résolution des conflits, résolution de combats, etc., c'est beaucoup, enfin, des simulations qui sont très, très utilisées hein, depuis des années. Ouais, tout à fait. Voilà, mais dans des milieux très spécifiques, pas comme là, par exemple, avec la Red Team, l'envie de toucher un public beaucoup plus large et pas juste les gens du cru dont c'est le métier universitaire ou les études de travailler sur la défense et sur les stratégies militaires. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais. Et du coup, comment ça se sont passées tes recherches? Tu l'as dit, tu as pu rencontrer donc des gens qui ont travaillé et aux États-Unis et en France sur les scénarios, sur les dessins, etc. Tu as eu accès au travail préparatoire, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que l'entrée, la mise en relation s'est faite de façon facile et fluide, ton accès aux sources? Ou ça a été peut-être un petit peu plus compliqué? Comment tu as vécu ça? Comment tu as pu monter tout ce mémoire, monter tout ce projet? Alors, c'était pas, comment dire, c'était pas fluide, mais c'était pas non plus, enfin, je vais pas non plus caricaturer en me disant, voilà, j'ai dû forcer les portes. Non, non, pas du tout. Euh, non, non, j'ai contacté, en gros, via mail et LinkedIn, etc. Enfin, les gens qui avaient participé à ces programmes-là. Certains m'ont répondu, d'autres non. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a la question, enfin, malgré tout, le fait que ce soit fait pour les armées a une influence sur l'accès au terrain. C'est-à-dire que, et en particulier, en fait, plus chez les civils qui ont participé à ces programmes-là, et qui sont en mode, je ne sais pas forcément ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, et du coup, par défaut, je vais refuser. Et il y a un autre problème pour le coup spécifique aux États-Unis. Là, ça concernait plutôt les militaires. Donc enfin les militaires d'active en fait, alors ils étaient très sympas, mais ils m'ont répondu, en fait on a un embargo euh, imposé par le département de la Défense, pas tant lié au projet, mais lié au fait qu'il y a un changement d'administration présidentielle et que du coup on ne parle à personne extérieur du département de la Défense. Donc là, forcément, mais c'est aussi le jeu de travailler sur des enjeux de sécurité de défense, c'est que forcément, enfin, il faut prendre en compte ces choses-là. Et sinon, les entretiens, ça s'est plutôt bien passé. Et oui, non, et aussi ce qui est intéressant, c'est que de ces obstacles-là, ne pas avoir accès à l'ensemble des participants et à l'ensemble des gens que je contactais, ça m'a aussi poussé à explorer des gens qui étaient un peu plus périphériques ou qui n'avaient pas participé directement au programme, mais qui étaient soit des observateurs attentifs ou des gens qui étaient professionnellement investis dans les pratiques que j'étudiais, à savoir le design fiction, etc., et qui du coup m'ont apporté des éclairages aussi intéressants euh, euh, et que j'aurais pas pu avoir si j'avais interviewé que des gens qui avaient participé directement au programme. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des points un peu sombres, comment tu as dit ça?
des choses que tu n'as pas réussi à débusquer, voilà, parce que sources confidentielles ou gens qui veulent pas participer, des zones d'ombre, voilà, dans ta recherche. Je cherchais mon mot. Est-ce qu'il y a, comme ça, pendant ton parcours de rédaction du mémoire, est-ce qu'il y a des sujets que tu as effleurés ou que tu t'es dit, ah bah ça aurait été cool de creuser plus dans ce sens-là, dans cette direction, sur ce sujet-là, mais en gros, faute de sources ou faute de temps, voilà, parce qu'en mémoire, voilà, tu peux pas non plus faire 800 pages, voilà, ça viendra plus tard, que tu as dû laisser de côté et qui pourrait faire l'objet d'un autre mémoire par un auditeur peut-être, ou par des gens qui s'intéresseront plus tard au même sujet que toi. Alors, oui, forcément. Euh, Mais alors, si. Bah, alors, déjà, le truc évident, qui est ce que j'ai vraiment mis en évidence, c'est la question de la réception par les audiences que tu évoquais. C'est-à-dire, essayer de voir concrètement comment est-ce que les gens réceptionnent ces initiatives-là. Pour moi, c'est compliqué à traiter dans le cadre d'un mémoire, parce que c'est vraiment super large. Si en plus on dit on s'adresse à l'opinion publique, à la jeunesse, pour avoir quelque chose de probant dans le cadre d'un mémoire, enfin, moi ça me semble vraiment complexe, quoi. Il faut une autre dimension académique pour traiter ce type de sujet. Mais et surtout, enfin c'est oui parce que pareil sur audience recherchée, enfin et audience ciblée, c'est pas aussi parce que les gens lisent le bouquin qu'ils sont forcément convaincus C'est ça. Et qui sont par ce qu'ils ont lu, quoi. sensibilisés et qui vont devenir, comme tu disais, la visualité vigilante. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Voilà, peut-être ça leur. Ils se sont dit, ah, bah, c'est un bon divertissement, merci, ciao, quoi. Genre, pas du Complètement. Non tout mais avec l'idée que ça pourrait être concret, quoi. Enfin. complètement, complètement. Et je pense que forcément, quand on est dans le programme, on va avoir tendance à se dire, enfin, c'est intéressant de se dire, bah, tous ceux qui ont lu ont été convaincus. Mais après, en vérité, les gens que j'ai eus eux-mêmes, en particulier, du point de vue enfin, l'équipe d'organisation était assez lucide sur le fait que c'est pas parce qu'on a eu tant de ventes que les gens sont forcément convaincus. Mais donc ouais, donc ça j'ai pas pu creuser. C'est pour ça que j'ai voulu me concentrer vraiment sur le recherché et pas sur le obtenu. Et l'autre question, c'est celle de la guerre informationnelle et cognitive que tu évoquais, que j'effleure du coup dans le mémoire, dans les thématiques, enfin dans le contenu qui est traité par les récits et visuels que moi j'étudie. Mais moi je me concentre effectivement sur la question de l'anticipation, enfin de l'esthétique et l'imagination comme expertise sécuritaire, moins, enfin pas forcément sous l'angle de la guerre informationnelle et cognitive, qui pour moi est un autre sujet et que j'aimerais pour le coup aborder plus en thèse. Voilà. Donc, Ah bon? Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu vas faire eh à la bien, rentrée? qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Je viens de recevoir mon contrat doctoral Eh là, de ben, dis Sciences Po qu'il donc! faut que je signe. Voilà. Félicitations! Merci Bravo! beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Non, ça pareil, c'est un peu un parcours du combattant. Enfin, c'est quand même le monde de la recherche, c'est un monde dur où il n'y a pas beaucoup de place et bon, tout le monde est à peu près au courant et donc ouais. Enfin, ça aussi, ben, sur la réalisation du mémoire en tant que tel, il y a toutes les difficultés académiques à, enfin, les difficultés propres au terrain, etc., qu'on peut rencontrer, mais il y a quand même cette forme d'incertitude sur bah, de quoi sera fait demain, et c'est un milieu super compétitif. Je connais et- vraiment une quantité de gens brillants qui veulent poursuivre là-dedans, mais on sait tous que bah, les places sont chères et que tout le monde ne pourra pas. Donc c'est quand même, il y a une forme d'incertitude et en vrai de violence qui pèse un peu autour de, de ces recherches-là. Mais donc du coup, moi j'ai fait partie des heureux élus et donc je continue en thèse à Sciences Po à la rentrée. C'était une Voilà. évidence le doctorat ou c'est quelque chose, il a fallu que tu fasses ce mémoire de recherche pour te dire je vais poursuivre en doc ou vraiment dès le début tu savais que tu voudrais faire un doctorat? Euh, Bah, quand je suis rentré à l'école de la recherche en master, ma priorité c'était quand même le doctorat, mais justement c'était intéressant. Enfin, ce qui est peut-être intéressant que j'ai pas évoqué d'ailleurs, c'est que j'ai fait une césure entre ma première année et ma deuxième année de master pour deux raisons principales. La première, donc du coup, c'était explorer d'autres horizons professionnels, voir est-ce que bah, il y a que la recherche qui m'intéresse
ou est-ce que je peux aussi trouver quelque chose qui m'intéresse ailleurs. Et la deuxième, bon, en vrai, c'était pas complètement délié de la recherche, c'était aussi, j'avais envie d'acquérir une forme de légitimité auprès des acteurs que j'allais rencontrer, des acteurs de la défense, où en fait avoir le statut d'outsider complet peut être problématique quand on veut discuter ou enfin ou quand on veut évoquer des sujets. Le fait de pas être pris au sérieux ou d'être vu comme quelqu'un qui a vraiment aucune connaissance des enjeux de défense, ça peut être problématique. Et donc du coup j'ai fait deux stages. Premier aux douanes, donc aspect plus sécurité, et le deuxième au sein de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. À la fois, donc j'ai pu explorer d'autres horizons professionnels. C'était très intéressant, mais j'avoue que j'ai pas retrouvé quelque chose qui allie à la fois la liberté et la rigueur intellectuelle de la recherche. Euh, donc, au final, j'en suis sorti assez convaincu de mon choix. Dire, j'ai envie de poursuivre en doctorat et j'espère plus tard dans une carrière dans le monde académique. Si voilà, si matériellement c'est possible, si ça l'est pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Hein. C'est pas non plus, faut pas non plus enfin mettre sur un piédestal et dire c'est ça ou rien. Non non, je pense que Oui, c'est et important de le voir aussi. suranticiper quelque chose que tu sais pas. Enfin, le Ouais, futur, complètement. c'est pas ce qui va se Enfin, passer. Donc, bon, pour c'est l'instant, tu important fais aussi tout. Voilà. et de le voir comme une carrière, un métier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit l'unique déterminant de l'ensemble des aspects de votre vie, quoi. Mais donc voilà, donc j'en suis sorti avec cette conviction, et en même temps, du coup, avec une petite connaissance des milieux de la défense quand même. Euh, donc j'étais en master à l'association Sciences Po Défense et Stratégie que j'évoquais là. J'étais au sein du pôle rédaction. En M1, j'ai fait un cycle jeune de l'IHEDN. Voilà. Et ensuite, du coup, pendant cette césure, j'ai fait ces deux stages-là qui m'ont permis de comprendre un peu mieux comment est-ce que, c'est quoi concrètement, qui sont les acteurs importants, comment est-ce que les gens réfléchissent, c'est quoi les priorités, comment discuter, enfin essayer de mieux comprendre l'écosystème pour ensuite pouvoir plus facilement dialoguer, enfin, approcher et dialoguer les enquêtés dans le cadre de mes recherches. Ok. Normalement, c'est la question traditionnelle de la fin du podcast et c'est bon, bah, tes conseils pour la rédaction d'un mémoire, mais j'ai envie de rajouter un petit aspect. Est-ce que dans la rédaction de ce mémoire de Master 2, donc avant d'obtenir une thèse, tu as mis en place une stratégie, tu as fait des choses pour justement, avec l'objectif doctorat, est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, peuvent faire la différence dans la rédaction d'un mémoire si on cherche par la suite à avoir un doctorat? Et qu'est-ce qui t'a aidé? Comment t'as fait? Comment t'as vécu cette période? Et ça peut constituer des conseils Ouais, pour ouais, les tout à fait, futurs, ouais. les auditeurs qui vont se lancer dans un M2, dans la rédaction d'un M2. Voilà, faites ça, peut-être ça peut aider. Alors, la recherche, en particulier, je trouve que c'est compliqué parce qu'il faut concilier enfin, deux choses qui sont un peu antinomiques au premier abord. Le premier, c'est il faut garder ce qui donne envie de faire de la recherche, ce qui, le professeur Ramel, il parle, enfin la flamme, enfin ce qui vous donne envie d'étudier enfin vous devez étudier ce que vous avez envie d'étudier. Et je pense qu'il faut aussi se faire confiance sur ce qu'on trouve intéressant et sur la manière dont on peut le retranscrire. Et il faut concilier ça avec une forme de stratégie académique. En vérité, les chercheurs font ça maintenant. C'est-à-dire que il faut essayer aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut essayer de s'organiser pour la suite. Alors, je pense qu'il ne faut pas être uniquement là-dedans, parce que du coup, sinon la recherche devient... enfin, déjà, on trouve plus de plaisir à ce qu'on fait, et ensuite, je trouve que ça peut être un peu paralysant. Enfin, moi, je sais que je connais des gens qui raisonnent énormément comme ça. C'est-à-dire, il faut que je fasse tel poste, puis tel truc, et ensuite ça me permettra de faire. Mais qui sont vraiment de bonne foi, mais juste, moi je trouve ça angoissant de fou quand on te raconte ça. Ah mon dieu, mais ça a l'air infranchissable et horrible quoi, comme façon de fonctionner. Donc je pense qu'il faut être lucide sur la réalité de ce que c'est la recherche et donc de pas. Mais pas. Enfin, ouais, lucide mais pas cynique quoi. C'est-à-dire être conscient que c'est un monde qui est dur, qu'il y a une sélection qui est violente, mais aussi ce qui peut aider, donc je reviens sur ce que je disais avant, c'est-à-dire de considérer que c'est pas, enfin,
l'entièreté de la vie, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire que la recherche, c'est important, c'est super, c'est un métier fantastique. Mais si on fait pas ça, on fera autre chose et c'est La vie n'est important pas d'avoir. terminée, Non, non, voilà, il y et aura d'autres choses, vous allez pouvoir vous complètement. recycler dans plein de choses. Ouais, C'est pas ouais, grave, et hein. voir, enfin voilà, et il faut voir ses amis, il faut continuer à avoir enfin, faire du sport, enfin, et c'est, enfin, non mais, enfin, ou pas d'ailleurs, mais essayer il faut pas se brûler là-dedans. Et du coup, en termes de stratégie académique, oui, clairement, moi j'avais une stratégie. Bah déjà, le fait de m'intéresser aux enjeux de sécurité, enfin, ça m'intéressait profondément, mais c'est aussi intéressant parce que ça ouvre voie à des financements auxquels on n'a pas forcément accès si on s'intéresse pas à ces questions-là. Typiquement, moi j'ai candidaté au financement de l'IRSEM, enfin le financement de la DGRIS, qui finance jusqu'à je crois 10 contrats doctoraux par an sur des thématiques d'intérêt du ministère des Armées, etc. Je l'ai pas eu au final, mais donc j'ai eu la chance d'avoir Sciences Po, mais disons que c'est une, c'est une possibilité de financement externe auquel on n'a pas forcément accès si on travaille sur je sais pas, sur la gestion de la biodiversité dans l'océan Indien par exemple, qui sont des sujets qui sont tout aussi importants, mais Oui, il faut être conscient en fait qu'il y a des sujets dans la recherche actuelle dans notre pays, dans nos instituts d'études politiques ou à la fac. Il y a quand même des sujets, de façon grossière dit comme ça, il y a des sujets plus sexy que d'autres et pour lesquels il y aura peut-être plus de financement, plus de contrats doctoraux qui seront attribués que pour d'autres sujets qui pour l'instant sont pas aussi importants que d'autres. En plus, si toi t'es intéressé par ça, bah go quoi en en fait. fait moi je pense qu'il faut le faire que si, enfin, si on est Oui, bien intéressé, sûr. si ça vous C'est ça. intéresse pas, il faut pas, Il faut pas je vous choisir dis, un je vais truc avoir sexy qui vous intéresse pas. Il faut non, à la fois que ce soit sexy vraiment pas, hein. et en plus que ça vous intéresse parce que vous allez y passer 4 ans, 5 ans, parfois plus. Et en fait, c'est juste se tirer une balle dans le pied, ça va être juste de la douleur, quoi. Moi ce que j'entends dire c'est vraiment partez de ce qui vous intéresse, enfin de ce qui vous fait vibrer. Et ensuite, de là, essayer de regarder qui travaille là-dessus, où, dans quelle université ce sujet il est porteur, quel financement pourrait être en lien avec ce truc-là. Et donc d'avoir une réflexion à partir de votre intérêt, mais qui dessine après une forme de stratégie de, voilà, l'idée, c'est encore une fois, c'est pas d'être cynique et de se dire je vais tout réfléchir, enfin d'être opportuniste dans la recherche, vraiment pas. Moi, je pense que c'est important, enfin c'est fondamental de conserver c'est un métier passionnant et il faut que ça reste passionnant. Mais mais je pense que c'est aussi, ouais, voilà, c'est important de dire et d'être honnête aussi avec les étudiants sur le fait que il y a une forme de sélection qui s'opère et qu'il faut l'avoir en tête assez tôt sans que ça vous paralyse. Mais disons que parce qu'en fait, moi je connais aussi enfin, j'en connais beaucoup des gens qui se sont fait, enfin, qui se sont pris la violence de ce système en pleine face, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait la recherche comme objectif, qui n'ont pas été financés. Et en plus, les masters recherche, c'est des masters qui sont compliqués parce que il n'y a pas d'alternance enfin, il y a pas d'alternance possible, il n'y a pas de stage puisqu'on a, enfin en tout cas à Sciences Po il n'y a pas de stage puisqu'on a le mémoire intégralement à rédiger. Donc c'est quand même beaucoup de sacrifices pour un truc où le résultat ça peut être vous avez candidaté mais on vous prend pas et c'est une violence assez forte quoi. Et l'institution après est pas forcément derrière pour vous récupérer une fois que vous avez subi ce mécanisme de sélection quoi. Donc justement pour réduire la violence d'une possible non-sélection, je pense que c'est important de réfléchir à son sujet et aussi, pardon, et j'ai pas à qu'est-ce que vous pourriez faire si vous faites pas de la recherche et d'essayer de trouver des trucs qui vous plaisent et dès le master quoi, enfin de pas attendre la sélection pour commencer à réfléchir sur ce qui pourrait vous faire vibrer au-delà de l'académie Ouais. quoi. Bon, on veut pas casser les espoirs des auditeurs, Non, non, vraiment pas. mais Non, il mais en faut plus, non, juste mais moi je être pense qu'il faut. conscient Enfin, des choses pour éviter une grosse déception à la fin. C'est compliqué. Il y a plein de gens brillants qui veulent hmm, obtenir des tests, qui voilà, qui vont. On est voilà sur la ligne de départ avec plein d'autres gens qui sont tout aussi brillants que nous. Et bah tout parfois à ça fait. marche, parfois ça marche pas.
Et c'est pas grave, en fait. Il y aura toujours une façon de rebondir, d'utiliser ses Complètement. recherches pour faire autre chose. Même pour les docteurs en Sciences Po, hein. Il y a plein de docteurs en Sciences Po qui aimeraient Exactement, être professeurs des universités, enfin maître de Mm. conférences, enfin gravir les échelons. Et ben, souvent, très souvent, c'est pas possible parce qu'il y a peu Ouais, de ouais, ouais. postes, on le sait. Et ben, la vie n'est pas foutue pour autant. Voilà, ça. Non, Voilà. complètement. Et c'est ce que je dis, enfin, ce que j'allais dire, c'est que moi, du coup, là, j'ai été pris en thèse, mais c'est pas pour autant que potentiellement, après ma thèse, je rebascule pas sur en dehors du monde académique. Et j'ai complètement ça en tête aussi, quand bien même je voudrais poursuivre. Bah, effectivement, des fois, après des post-docs, enfin, à un moment, on arrive à un moment C'est dans la ça, oui, il vie faut où manger. peut-être qu'on. Voilà, C'est c'est ça. compliqué. Et donc, il faut pas tout sacrifier non plus à ça. Parce que bah là, bon, on va partir sur un truc un peu plus commun et général, mais l'université fonctionne aussi beaucoup sur les précaires et des gens qui sont tellement passionnés par leur sujet, qui sont prêts à travailler, enfin vraiment dans une forme d'aliénation, à travailler pour être quasiment pas rémunérés parce que ça les passionne. Mais en fait, ça sert de ouf la précarisation. Enfin, disons que je pense que c'est pas un service à se rendre à soi-même que S'obstiner de d'une persévérer certaine. quand. S'obstiner, persévérer, slash. Ouais. Bah non, non, enfin pardon, c'est pas du tout un Oui, jugement non, que j'émets à l'encontre non, des gens qui font ça. Enfin, moi je trouve ça super noble et tout, mais disons que, enfin enfin pour rester sur mon cas, en étant humble, moi je me suis toujours dit je veux pas, si ça signifie sacrifier tous les autres pans de ma vie, ne plus voir personne, devoir bouger tout le temps et au risque enfin, de ne pas pouvoir construire de vie perso, etc. Voilà, donc s'il faut tout sacrifier pour ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle aussi. Enfin, il faut essayer de comprendre à quel moment bah, le sacrifice devient supérieur à ce que ça nous fait gagner, quoi. Ok. Bon. Voilà. Non, mais c'est bien le principe de réalité. On revient au concret, les gars. Ouais, Voilà. mais sans être cynique et pessimiste, c'est-à-dire que moi, enfin, j'essaye d'avoir ça en tête. Oui. Pour autant, je veux continuer et comme Bien plein de sûr, gens. mais ça t'empêche pas Et de te lancer dans c'est, la thèse sans savoir ce qui va arriver, ah mais mais au complètement, ouais. moins tu es prêt à Voilà, tout, enfin au moins tu t'attends à tout, comme ça il y aura toujours voilà, c'est ça. forcément bah, soit une grande joie si tu peux continuer, soit une grande déception si tu peux pas continuer, mais au moins tu t'y attends, t'as les deux scénarios en tête, et donc du coup ça évite des grosses déceptions et des grosses peines de cœur, on va dire, voilà. Et de prendre l'enjeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas un truc qui vous définit entièrement, mais un métier Qui est que possible vous ou pouvez, pas. enfin voilà, qui est possible, mais dont enfin, vous pouvez changer de métier, vous pouvez Et il faire y a autre d'autres chose, et ce sera choses tout qui aussi bien, seront quoi. possibles pour vous. Ok. Et qui font vibrer dans la vie. Voilà, sur ces notes positives. Bah, merci en tout cas, Elias, d'avoir été avec moi pendant ce long moment pour parler de ton sujet de M2. Merci Comme à toi. d'habitude, bah, sur le site internet du Dazibao, il y aura un résumé de tout ce qu'on s'est dit, un chapitrage pour pouvoir naviguer dans ces presque 2 heures de discussion quand même, hein. Donc voilà, on aura tout ça disponible sur le site internet, des extraits, une bibliographie complémentaire. Je te demanderai de nous envoyer des petites recommandations de lecture, Bien sûr, de avec plaisir. podcasts, de vidéos, que sais-je, pour justement en apprendre plus sur tout ce dont on a parlé. Puis il y a la newsletter aussi qui te sera consacrée, qui sera disponible également sur le site internet et puis sur inscription, bien évidemment, comme toutes les newsletters. Je te souhaite le meilleur pour cette thèse qui va commencer. J'espère que tu viendras nous en parler dans quelques années, allez, 2-3 ans, que tu viendras nous en parler sur le Merci Dazibao beaucoup. pour faire un petit point sur où tu Ah en bah es dans avec tes grand plaisir. recherches. Bah, avec grand plaisir aussi. L'invitation est lancée, donc voilà, maintenant tu connais la maison, on va dire. Et puis écoute, bah, vu on enregistre cet épisode, je sais pas quand il sera diffusé, mais on l'enregistre le 24 juillet. Écoute, je te souhaite des très bonnes vacances. Merci beaucoup. Je vais tâcher de me reposer, C'est ouais, un ça, peu. avant de commencer septembre, voilà, sur les chapeaux de roue pour cette nouvelle aventure qui démarre. Encore merci pour ton temps et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye.